Voilà pour ce 7e épisode, je suis entouré de Godefroy Laurando, encore une fois. Bonjour Godefroy. Bonjour Frédéric. Retour de Julie-Pierre Nadeau, ça fait un petit bout. Petit bout, ouais. On accueille un nouveau venu, il n'est pas arrivé encore, il va arriver, Simon Jutras de la balado ludique, président de Ludo Québec. Mon fils s'appelle Ludo en passant, c'est peut-être le président de mon fils qui va venir nous faire, ça fait longtemps que je lui parlais de jeux de société, et là on va avoir aujourd'hui beaucoup de trucs qui concernent la politique internationale, et je trouvais ça intéressant de coupler ça avec une chronique sur les jeux de société. Il est en route, on va aller au Chili également, on a un correspondant qui est sur place qui va nous parler de ce qui se passe au Chili, c'est vraiment grave ce qui se passe là-bas. Encore une fois, cette balado innove, et notre invité cette semaine, c'est le journaliste d'enquête Félix Séguin. Bonjour Félix. Rock on. Bonjour. Félix qui travaille à Québécois, ça paraît tout de suite. Rock on, yeah. Félix qui vient nous parler de son... En fait, c'est pas ton livre, c'est le livre du bureau d'enquête, mais c'est beaucoup toi. Ah, en fait, c'est un collectif, mais oui. Il y a un peu de moi. Non, le boss, c'est mon boss, okay. Mais il y a un peu de moi. Okay. Oui, alors et je l'aime beaucoup, ce livre-là. Le livre s'appelle PLQ Inc. Comment la police est butée au parti de Jean Charest, que j'ai lu toute la semaine, que j'ai dévoré. Alors, on va en parler tantôt. Alors voilà, on est prêt pour ce nouvel épisode de la balado de Fred Savard. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine, tout le monde. Certainement une meilleure semaine que le gouvernement de la CAQ et surtout Simon Jolin Barrette. Première crise, on peut le dire, première crise du gouvernement Legault. Oui, j'avais le devoir entre les mains qui disait la CAQ inflexible et je recevais en même temps sur mon téléphone l'inverse. Alors, oui, avec la réforme de l'immigration déposée en début de semaine, tollé général des milieux universitaires, des affaires de tous les partis d'opposition et d'une bonne partie de l'opinion publique, sauf la page Facebook de François Legault, où 90% des gens appuient. Ça va bien. D'ailleurs, on va écouter tout de suite le premier ministre faire, on peut dire ça, acte de contrition. Peut-être pas évaluer comme il faut cette partie-là plus humaine. C'est important de le faire. Il y a des chroniqueurs qui ont dit que le gouvernement est froid, manque d'empathie. C'est des critiques qui sont dures pour vous? Bien, écoutez, moi, je l'ai dit, puis je le répète à chaque semaine à nos députés, il faut être proche du monde, il faut faire preuve d'ouverture, il faut être humain, mais en même temps, il faut faire les changements qui sont nécessaires pour que le Québec rattrape son retard. Alors, là-dessus, je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. François Legault, on n'en doute pas, est quelqu'un qui est près des gens, beaucoup plus que certains premiers ministres qu'on a eu dans le passé, comme Philippe Couillard, Jean Charest, Lucien Bouchard ou même Pauline Marois. Le seul problème, c'est de savoir ce que considère comme étant du monde dans ce gouvernement. Visiblement, les étudiants immigrants n'étaient pas tout à fait du monde. En tout cas, là, il y a eu un changement de bord. Dans son mémoire d'idées, il faut donner à Napoléon ce qui lui revient. Simon Jolin Barrette a démontré une forme d'émotion cette semaine. Ma réaction de ce matin et le fait que j'apporte certaines modifications démontre très clairement ma sensibilité et mon écoute à l'égard des personnes qui étaient touchées. Alors, je les ai entendues et c'est pour ça, et c'est pour cette raison-là que j'ai modifié ma décision et que je vous l'annonce aujourd'hui. C'était une erreur, M. Jolin Barrette? Non, pas du tout. On a entendu l'empathie qui quittait. On a entendu. Un sensible pragmatique. On sent toute la fragilité de Simon. Non, mais moi, les gens qui doivent préciser qu'ils sont sensibles, oui. Je m'en méfie toujours. Ouais. Cela dit, il faut quand même lui donner ça. Ils ont finalement bougé sur la réforme du PEG, le programme de l'expérience québécoise. C'était touchant de le voir reculer. Lui, tout à fait au diapason de la façon de faire de ce gouvernement dans plusieurs domaines. Michel Sauger, d'ailleurs, faisait une excellente publication sur son blog dans plusieurs dossiers où la CAQ semble, en fait, avoir de la difficulté à être dans un 21e siècle. Cela dit, j'espère que Simon Jolin Barrette ne va pas trop reculer sur sa réforme de l'immigration, parce qu'à trop reculer, surtout reculer dans le temps, Simon Jolin Barrette pourrait se rendre compte qu'au début de la colonie de Nouvelle-France, les nouveaux arrivants de l'époque n'étaient pas trop outillés, trop qualifiés pour vivre l'expérience québécoise. Heureusement que les Autochtones étaient là pour leur sauver la vie, leur permettre de vivre autre chose qu'un programme d'expérience québécoise. Oui, mais je ne suis pas certain, Fred, que les néo-américains qui sont arrivés d'Europe répondaient vraiment à un besoin des Autochtones. Pas sûr. Bon point, Godefroy. Cela dit, ça va être une crise peut-être salutaire pour ce gouvernement. Ça risque de ralentir dans ses réformes. Ça risque de le ralentir dans ses réformes et lui démontrer que la réalité est plus complexe que des colonnes de chiffres et des promesses électorales à réaliser au plus sacrant pour montrer qu'on fait des affaires. Parce qu'on sentait ça un peu. Hein? On veut faire des choses. Ce qui n'est pas mauvais. Tu sais, je suis allé voir sur plusieurs sites d'information les commentaires. C'est ce que je fais rarement, absolument, d'aller lire les commentaires. Mais tu sais, les gens
disait beaucoup, enfin, un gouvernement qui fait ce qu'il dit qu'il allait faire. Alors, on est peut-être victime. Félix Séguin, vous qui êtes journaliste, vous n'êtes pas journaliste sur la colline parlementaire, je pense? Non, mais avec un intérêt marqué pour la politique. C'est quoi vos observations, en fait, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine? En fait, oui, je suis obligé de considérer Simon Jolin Barrette comme, effectivement, un homme sensible. Un homme sensible, pragmatique, comme je le disais. Mais dans chaque gouvernement, puis là, j'en réfère à une analyse un peu plus objective. Dans chaque gouvernement, ça prend un homme de fer. Ça prend quelqu'un qui va tenir cette ligne-là et qui va se placer lui-même à l'abri, je trouve, de toutes ces critiques-là. Dans le fond, on lui confère ce rôle-là du tenant de la ligne dure. Là, on va en parler tantôt. Sous Jean Charest, il y avait pas... Mais là, Monique Jérôme Forget faisait mais elle avait une prestance, je pense, une expérience que... Parce que Simon Jolin Barrette est quand même, malgré toutes ses qualités, il est quand même jeune. Oui, mais Fred, je veux dire, c'est parce que ça t'en prend un. Oui. Alors, il faut qu'il y ait un élu à travers tout ce caucus-là qui incarne tout ça. Ouais. Est-ce que le chapeau lui fait... Ça donne que 16 ans, c'est pas grave. Non, mais est-ce que le chapeau lui fait... Non, c'est vrai. Moi, je pense que... ce que je remarque, c'est que le chapeau lui fait. Oui. Alors, j'imagine que politiquement, c'est utile pour le gouvernement de François Legault, pour faire court, que d'avoir quelqu'un comme ça, sur qui... Un paratonnerre. Ouais. Et puis après ça, François Legault a tout... c'est pas une grande analyse, là. François Legault a tout le beau rôle de sortir en disant, écoutez, on écoute les gens. Et puis, alors, tu sais, ça commence par Simon, puis ça finit par François qui dit, écoutez, on vous écoute. Mais avez-vous l'impression que c'est une espèce de reality check, là, j'aime pas le terme anglais, parce que depuis le début, on sent que souvent les réformes, et François Legault le dit, il trouve qu'il y a trop de travail parlementaire, que ça avance pas assez vite, il veut vraiment faire des choses. Il y a une espèce de logique très entrepreneuriale, alors qu'un gouvernement n'est pas une entreprise. Est-ce que vous avez l'impression que cette mini-crise-là va quand même ralentir un peu la façon de faire de ce gouvernement-là, qui semble des fois mettre de côté des opinions d'experts ou de gens qui ne sont pas dans l'appareil du gouvernement? Bien humblement, moi j'estime que non, puisque la force de représentation de la Coalition Avenir Québec aux dernières élections donne une légitimité à ce gouvernement de faire des choses comme probablement il le fait. Ouais. Parce que en fait, ça se dément pas que dans les sondages récents, son niveau de popularité est toujours là. Ouais. Je pense pas que ce gouvernement-là soit remis en question énormément par la majorité des gens. Non, je dirais pas ça. J'ai l'impression que le gouvernement, dans son fonctionnement les réformes qu'il veut faire, va faire un peu plus attention de pas rué dans les brancards, comme on a l'impression, entre autres avec la loi 34 qu'on a parlé sur les tarifs d'Hydro-Québec, où ils semblent mettre de côté toute opinion divergente. On l'a vu avec ça. Les partenaires d'emploi dans cette réforme-là ont dit qu'ils avaient été un peu largués, puis Simon Jolin Barrette avait fait cavalier seul. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont quand même aller un petit peu moins vite et avoir une meilleure écoute? En fait, je crois que, comme on dit, la réponse est dans la question. Je veux dire, les 2 premières années de mandat ou les 2 premières années et demie, surtout avec un taux de popularité comme celui-ci. Ça porte à faire ça. Ça porte à faire ça. Ouais. Puis, tu sais, les gouvernements, Jean Charest l'a prouvé avant, Lucien Bouchard l'a prouvé avant, Bernard Landry l'a prouvé également après Lucien Bouchard. Maurice Duplessis. De toute façon, le recul du gouvernement, cela dit, n'est pas la chose la plus grave qui est arrivée dans le monde politique québécois cette semaine, mais plutôt un cas de censure. On a empêché Catherine Dorion d'accéder au Salon Bleu pour cause de chandail en coton ouaté qui manquait de décorum. Cela dit, c'est pas la première fois qu'elle portait ce chandail, qui avait jamais fait problème. Mais là, je pense qu'avec la semaine de marde que la CAQ a connue, ils avaient envie, en tout cas, je sais pas si les plaintes sont venues d'eux, mais je pense qu'ils avaient envie de peut-être mettre les projecteurs ailleurs. Et je pense qu'il faut le dire, on s'acharne sur Mme Dorion, elle qui a fait la polémique également la semaine dernière alors qu'elle posait déguisée en députée respectable, ce que Denise Bombardier l'a traité de fille de joie dans une chronique subséquente. Moi, je trouve ça triste pour Catherine Dorion, une femme d'idées qui se trouve sous les feux de la rampe alors qu'elle ne veut qu'exercer son travail de députée loin des projecteurs et de l'acharnement médiatique. Encore une fois, je me tourne vers vous, Félix Séguin. Qu'est-ce que ça vous dit? Êtes-vous tanné d'entendre ça m'ennuie un peu. Oui, hein? Ça m'ennuie un peu. Pour moi, c'est de la chronique, ça. Ouais. C'est de la chronique politique ou de la fioriture, si tu veux. Alors, ça m'ennuie. Tu vois, sa photo, je l'ai bien regardée au Salon Rouge. J'ai bien regardé aussi sa photo en coton ouaté. Ouais. Puis, ça vient chercher chez moi rien.
Tu comprends? Une indifférence profonde. Une indifférence de tous les instants parce que, tu vois, est-ce que je m'intéresse à d'autres choses? Puis je veux pas dire que ça m'intéresse pas parce que tu comprends, moi, c'est le contenu. Mais parce que ça m'ennuie, parce que je vois pas comment... en fait, je trouve que elle semble instrumentaliser, un peu s'auto-instrumentaliser, puis ça fait bien l'affaire aussi de ses opposants, si bien que le chien vient mordre sa queue à la fin de tout ça. Alors, c'est pour ça que ça m'ennuie. Godefroy, vous qui fuyez l'anonymat des CPE pour le Star System du monde de la balado, vous avez passé une belle semaine, vous? Oui, tout à fait. Oui, une belle semaine. Oui, puis je suis tombé sur un sujet, en fait, qui risque d'être vraiment intéressant pour moi pour les prochaines semaines. C'est comme un sujet parfait pour moi. Ah, c'est-à-dire? Qui s'en vient. Ben, en fait, ça rejoint mon intérêt et mon expérience professionnelle d'éducateur puis de directeur de CPE. Donc, l'éducation des jeunes enfants, ça m'intéresse beaucoup. Ça rejoint aussi mon intérêt pour l'aspect scientifique. Et puis, en fait, je parle du mandat d'initiative de la Commission de la santé et des services sociaux, qui est l'augmentation préoccupante de la consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes enfants en lien avec le TDAH. Donc, les articles ont commencé à sortir déjà. Nos parlementaires vont se pencher sur cette question. Ils sont déjà penchés. Ils sont un petit peu penchés. Ils vont se pencher de plus en plus. Moi, j'arrive à ce moment-là. Pas trop se pencher. Oui. Et là, vous allez... Je vais faire comme j'ai fait pour le projet de loi 34. Je vais en écouter le plus possible. Mais là, on tombe vraiment dans un sujet qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et j'ai travaillé longtemps avec les 4-5 ans, moi, puis des petits, pas hyperactifs, mais des petits actifs. J'en ai vu beaucoup. Puis on réfléchit beaucoup sur les gars en garderie, les gars à l'école. Et puis j'ai hâte d'en parler, j'ai hâte d'apprendre, puis ensuite de me retourner vers vous pour en discuter. C'est ce qu'on va faire un peu plus tard. Possiblement, début décembre, j'ai l'impression qu'un spécial réflexion sur l'éducation, transmission des savoirs pourrait faire une belle balado. Oui. C'est un peu notre mandat. Alors, Simon, est-ce que vous êtes prêt à nous saluer? Ben oui, absolument. Bonjour tout le monde. Parlez-nous de vous un peu, parce que là, je vous ai dit tantôt, vous étiez un des co-animateurs de la balado ludique. Oui, absolument. Balado ludique, podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Les vrais jeux, en fait. Les seuls vrais jeux, oui, exact. Y a-t-il d'autres jeux? OK, c'est bon. Vous êtes président de Ludo-Québec également? Oui, absolument. Ludo-Québec, OBNL, qui a comme but de faire découvrir la richesse du jeu de société moderne au grand public, tout en représentant l'industrie québécoise. Alors ce soir, on va avoir la première partie de votre mandat. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner le goût aux gens, parce que moi, j'ai découvert le jeu de société il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 ans. Et là, avec les sujets de l'émission aujourd'hui, de cet épisode-là, plus politique nationale, entre autres, je trouvais intéressant qu'on parle de jeux de société, de suggestions pour que les gens se disent que, parce que souvent, ça fait peur aux gens, des fois, ce milieu-là, parce qu'on a l'impression que c'est très hermétique, c'est très Donjons et Dragons, très bon. Je pense qu'il y a encore des gens qui souffrent un peu de ce préjugé-là, alors qu'au contraire, il y a une variété de jeux incroyables. Et pour les férus d'actualité, il y a des jeux pour les gens qui trippent actualité et histoire. Ah, c'est très large comme domaine. En fait, il y a vraiment de tout. Et ce soir, on va voir que la géopolitique, justement, n'est pas laissée à côté. Félix Séguin, je vous vois opiner du bonnet. Êtes-vous un fan de jeu? Ah, en fait, je suis un fan de Quelques arpents de piège. Ah oui? Ah oui, depuis tout le temps. Ça, donc, vous avez la graine du gamer. Vous pourriez... devenir un vrai joueur. Un vrai joueur. C'est bien Quelques arpents de piège. Et aussi, ça me ramène à la ludothèque, en fait, là, quand on était plus jeune. Ça me ramène à la ludothèque, tout ça. Mais oui, non, mais pour vrai, moi, ça a vraiment constitué chez moi quelque chose qui était un tremplin vers l'intérêt pour la géopolitique et la connaissance. Ben oui. Quelques arpents de piège. C'est vous d'ingénieur en herbe aussi? Moi, à l'école, j'étais ingénieur en herbe. Non, j'étais pas, j'ai 42. Ah ouais, mais pourtant, j'avais l'âge. Mais moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 3000 personnes au Témiscamingue. Alors, à Ville-Marie. Ah, mon Dieu, on était là. On est passé par là en revenant du FME. Alors, je peux pas prétendre qu'on avait une équipe de génie en herbe. Mais c'était comme ça. On salue les gens de Ville-Marie. On ne posera pas de questions parce qu'on n'aura peut-être pas de réponse. Visiblement, il n'y a pas de génie en herbe. On va y aller tout de suite avec un petit thème parce que je veux aller parler tout de suite à Julie-Pierre Nadeau. Bon, Julie-Pierre, on vous invite parce que ça bouge aux États-Unis. Quand vous êtes là, c'est parce qu'il s'est passé des choses. Parce que les autres semaines, il ne se passe rien. Non, c'est parce qu'on pourrait vous avoir quasiment chaque semaine. Mais là, il y a quand même on a franchi certaines étapes, entre autres avec les primaires démocrates et l'impeachment. Oui. Alors, allez-y, je vous écoute.
Mais en fait, je voulais peut-être faire une aparté au départ parce qu'il y a aussi eu des élections cette semaine. Donc, mardi. Oui, c'est vrai, au Kentucky, entre autres. Oui, au Kentucky. Donc, les démocrates qui ont remporté le poste de gouverneur au Kentucky, bon, c'est encore contesté. Le gouverneur qui était en poste conteste le résultat parce qu'il a perdu ses élections. Mais pour l'instant, c'est un démocrate qui devient gouverneur au Kentucky. Il y a aussi eu une victoire en Virginie. Donc, les démocrates qui ont repris contrôle des 2 chambres du gouvernement en Virginie. Donc, maintenant, le gouverneur et tout l'équivalent du Parlement en Virginie est démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avec les élections qui sont... Est-ce que ce sont des États baromètres? Est-ce qu'on peut déduire des choses? C'est ça, la presse s'est un peu emportée, un peu trop vite, à mon avis. Il y a trop de presse. Mais il faut dire que même Trump, en fait, a en quelque sorte fait de l'élection de mardi un référendum sur sa présidence. Puis, on peut l'entendre d'ailleurs, il faisait campagne au Kentucky au début de semaine. You have to go vote. It's so important. You got to get your friends. You got to vote. Because if you lose, it sends a really bad message. It just sends a bad, and they will build it up. Here's the story. If you win, they're going to make it like ho-hum. And if you lose, they're going to say, Trump suffered the greatest defeat in the history of the world. This was the greatest. J'ai le regret de l'admettre. Je pense que c'est la première fois que je suis d'accord avec Donald Trump. Effectivement, les médias se sont un peu emportés, mais c'était à prévoir. Donc, il y a quand même... faut à prendre avec un grain de sel parce que le gouverneur sortant du Kentucky était lui-même impopulaire. Donc, c'est pas nécessairement une question de popularité des républicains en tant que tel. Puis aussi, pour ce qui est de la Virginie, ben, c'est certain que c'est une bonne nouvelle, mais la Virginie est un État qui est ce qu'on appelle un swing state. Donc, ils ont voté pour Clinton en 2016, ils avaient voté pour Barack Obama, mais ils ont aussi voté pour George W. Bush. Donc, c'est un État qui est prompt à changer d'allégeance. Donc les swing states ne sont absolument pas les États baromètres, au contraire même. Donc, non, c'est ça, c'est que ça peut être une bonne nouvelle, mais il peut se passer beaucoup de choses en un an. C'est pas comme Darcy McGill sur l'île de Montréal qui vote à 96% libéral depuis déjà 200 ans. Puis que là, il aurait changé soudainement pour le NPD. C'est pas ce genre de résultat-là. Donc, c'est ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Par contre, pour ce qui est du Kentucky, on pourrait croire que l'effet Trump, en fait, la popularité de Trump s'essouffle un peu parce qu'il a fait campagne activement pour le candidat républicain et ça n'a pas porté fruit. Là, on se dit c'est peut-être un cas isolé, mais il va y avoir l'élection en Louisiane le 16 novembre. En ce moment, M. Trump fait campagne en Louisiane, donc on verra si le clout, si je peux dire, de Trump, la popularité de Trump est en train de perdre de son effet magique. Puis pour le Kentucky aussi, c'est pas encourageant non plus pour Mitch McConnell, qui est le sénateur de l'État et qui est aussi le leader républicain au Sénat, que beaucoup de gens aiment démoniser en ce moment parce qu'il bloque beaucoup de projets de loi. Mitch McConnell est le sénateur qui est lui-même le plus impopulaire auprès des électeurs de son État. Donc, comme le gouverneur pourrait se ramasser dans la même situation et se faire déloger l'année prochaine, ce que beaucoup de gens, j'ai l'impression, célébreraient aux États-Unis, mais bon, c'est pas fait. Et peut-être une autre conclusion de cette élection-là, c'est qu'on voit qu'il y a quand même du mouvement, ce qui pourrait servir de baromètre, parce qu'on cherche le baromètre, c'est les banlieues. Les banlieues avaient commencé à délaisser le Parti républicain en 2018, lors des midterms, et là, on voit qu'encore une fois, les banlieues sont en train de devenir de plus en plus bleues. La banlieue de Cincinnati, entre autres, la banlieue de Philadelphie et la banlieue de Washington qui se trouve en Virginie. Donc, c'est des régions qui tendent de plus en plus vers le Parti démocrate, et ça pourrait être une tendance qui est plus... peut-être de fond un peu plus. Plus de fond, parce que les gens ne déménagent pas aux 6 mois. Donc, c'est le genre de choses qui peut changer. Mais là, on parlait de l'impopularité de Donald Trump, qui est encore pris... il n'est pas sorti d'affaire avec l'impeachment, au contraire. Non, c'est ça. C'est pas fini. C'est loin d'être fini, mais comme ça fait 1 mois que je vous en ai pas parlé, je me suis dit je ferai un petit bilan parce que là, on a eu plusieurs témoignages, des témoignages qui ont lieu à porte close, mais on voit qu'il y a un portrait de plus en plus clair qui se dessine de la situation avec l'Ukraine. Donc, plusieurs témoignages, dont certains qui ont été rendus publics cette semaine, qui viennent clarifier qu'il y aurait eu un quid pro quo pour donc un marchandage donc entre l'aide militaire qui était promise à l'Ukraine et d'une part une visite du président ukrainien à la Maison-Blanche et la promesse, donc contre la promesse de faire enquête sur Burisma, qui était une firme dans laquelle le fils de Joe Biden avait des intérêts. Donc,
on voit que c'est un portrait de plus en plus clair. On voit aussi qu'il y a vraiment eu une diplomatie parallèle menée principalement par Rudy Giuliani, mais une diplomatie parallèle qui a complètement tassé les professionnels du département d'État, et c'est ces gens-là qui sont venus témoigner en fait de la situation jusqu'à présent. Par contre, évidemment, l'administration Trump dit que ce sont des gens qui étaient déjà en poste, c'est des fonctionnaires, ils sont pas avec moi. Et là, cette semaine, en fait, il y a un témoin qui pourrait faire du mal à cet argument-là parce que M. Sondland, qui était, mais qui est encore l'ambassadeur à l'Union européenne, lui, c'est un donateur à la base, c'est un donateur à la campagne de Donald Trump. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles il a été nommé au poste d'ambassadeur à l'Union européenne. Et lui est venu faire un ajout à son témoignage, en fait, pour dire, effectivement, j'ai expliqué à des Ukrainiens qu'il y avait une situation de marchandage ici, donc il y avait une condition à recevoir l'aide militaire. Donc ça vient un peu faire mal à la campagne de Donald Trump parce que, justement, il ne peut plus vraiment dire ce sont tous des gens qui étaient contre moi profondément. Oui, est-ce que les républicains peuvent dire encore que c'est un exercice qui est purement démocrate, c'est mené de A à Z par les démocrates et que c'est derrière des portes closes et c'est une vendetta, encore une fois. C'est l'argument qu'ils maintiennent. Par contre, c'est ça, il y a eu une étape qui a été franchie la semaine dernière. On a voté une résolution pour encadrer, dans le fond, la suite des procédures. Et ce qui va suivre, en fait, dès la semaine prochaine, on commence des audiences publiques. Donc, des audiences où le leader des démocrates et le leader des républicains à la Commission sur le renseignement vont pouvoir questionner les témoins ou déléguer les questions à des avocats. C'est comme ils le souhaitent, mais donc les républicains ont un rôle actif à jouer. Ils peuvent aussi proposer des témoins qu'ils voudraient entendre. Évidemment, les démocrates gardent un droit de refuser, mais ils peuvent participer à ces audiences-là. Et comme le fait que c'est public, en fait, vient démolir cet argument du manque de transparence, parce qu'évidemment, ce genre d'enquête-là se mène d'abord à porte close pour récolter un certain nombre d'informations, mais là, les délibérations vont se faire devant public, ça va être télédiffusé, et donc le public américain va pouvoir juger d'eux-mêmes. Donc, tout ça va mener, on l'espère, éventuellement à la rédaction d'articles d'impeachment qui devraient être votés par la Chambre des représentants. Et on l'espère, ce vote-là sera voté d'ici Noël, parce que là, le temps commence à presser pour les démocrates, parce qu'on ne veut pas que tout ce processus-là vienne empiéter sur le processus des primaires qui commence début février. Donc, on ne veut pas, d'une part, que faire une éclipse médiatique, parce que si on est en plein procès de Donald Trump, évidemment, c'est pas le vote en Iowa qui va retenir l'attention médiatique aux États-Unis, c'est le procès. Et d'autre part, il faut se rappeler qu'il y a 6 candidats à la course des primaires démocrates qui sont sénateurs et donc qui doivent siéger pendant le procès, si procès il y a. Donc, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar et Michael Bennet, qui doivent tous aller siéger au Sénat et donc ne pourraient pas faire campagne pendant ce temps-là. Donc, il y a quand même une course contre la montre ici. Et là, je vois vos regards interrogatifs et je sens que Godefroy allait finir par me demander cette question, mais pourquoi... C'est pas vrai. Pourquoi les républicains ne font pas comme ils ont fait avec Richard Nixon et essaie de pousser le président à démissionner, parce qu'on se rappelle, avec Richard Nixon, il a évité la procédure de destitution parce qu'on a pris le pouls de l'opinion publique, on voyait que ça s'en allait pas dans le bon sens et on s'est dit, évitons l'humiliation ou évitons les dommages, parce que c'est un coup politique quand même là, de passer à travers cette procédure-là. Et les républicains au Congrès ont convaincu Richard Nixon que ça serait plus bénéfique pour le parti de céder sa place et de démissionner. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? En fait, ce serait une stratégie qui serait plausible actuellement avec Donald Trump. Mais c'est ça, évidemment, il y a des gens qui disent, écoutez, Mike Pence est quand même une personne raisonnable, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins flamboyant que Donald Trump, qui pourrait politiquement être quelqu'un qui est plus facile à contrôler. Donald Trump a mis la barre tellement haute que n'importe qui n'est pas Donald Trump, même psychopathe, Tout ça pour dire que Mike Pence, on se dit pourquoi ils tiennent absolument à garder Donald Trump en ce moment. Ils ne lui demandent pas de démissionner. D'une part, on se dit Donald Trump ne voudra pas céder sa place. D'ailleurs, c'est un des scénarios qui a été discuté. Il y a un podcast assez intéressant de 538 qui, justement, c'est quatre membres de l'équipe ont chacun défendu
un scénario possible ou une stratégie possible pour les républicains. Et c'était une des stratégies qui était explorée. Évidemment, c'est une des moins réalistes parce qu'on sait très bien que Donald Trump ne jettera pas la serviette aussi facilement. Et donc, si vous avez le temps, je vous encourage à aller l'écouter. Mais en ce moment, je sais qu'il y a des gens qui se disent « Mais pourquoi les républicains s'infligent ça? » C'est qu'on sait que peu importe le scénario, la base de Trump, ça va être dommageable pour le parti. Il y a des dommages au Parti républicain si on n'appuie pas le président en ce moment. C'est comme une espèce de catch-22. Il nous reste peu de temps, à peu près 2 minutes. Ce serait le fun d'avoir un résumé de la course à l'investiture démocrate. Qui s'enligne? En tout cas, est-ce qu'on est en mesure de voir des gens se détacher? Oui, il y a quand même une tendance qui se fait, parce qu'on se rappelle la dernière fois que j'avais parlé de l'investiture démocrate, c'est à peu près au mois de juin, donc ça a bougé depuis ce temps-là. Il y a quand même une course à 3 en ce moment parce que Joe Biden est moins le meneur qu'il ne l'était. Il mène toujours au niveau national dans les sondages, mais Elizabeth Warren le talonne de très près parce qu'elle mène dans les 2 premiers États à voter, soit l'Iowa et le New Hampshire. Donc, il y a une course à 3, en fait, en ce moment, entre Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui gardent un certain nombre d'appuis. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres campagnes qui commencent à s'essouffler, bien, même si on dit qu'il reste encore énormément de candidats. Par exemple, Beto O'Rourke qui a annoncé qu'il terminait sa campagne la semaine dernière. Il y a aussi Cory Booker et Julian Castro qui ont envoyé des messages à leurs supporters pour dire, écoutez, vous devez faire un don avant le 31 octobre, sinon la suite de notre campagne est à risque. C'est comme la balado, nous, c'est le 24 novembre. Vous devez donner à la balado via la ruche avant le 24 novembre, sinon Donald Trump reste à la présidence. Allez-y. Et donc, il y a aussi des candidats qui ont commencé à congédier des gens, donc à diminuer leurs effectifs faute de financement, évidemment, ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive. Non! Donc, on veut garder nos effectifs. Mais donc, il y a des courses qui commencent à s'essouffler, mais il y a quand même des gens qui réussissent à se dégager du lot pendant ce temps-là. Elizabeth Warren, comme on le dit, est dans une montée fulgurante. Pete Buttigieg commence à devenir le candidat alternatif à Joe Biden. Donc, les gens qui ont des doutes. Félix Séguin, est-ce que c'est la politique américaine? C'est quelque chose qui vous passionne? Oui, oui, bien sûr. Mais on enregistre au moment où tout le monde va sentir le souffle. C'est certain que ça vient brouiller les cartes. Ça vient brouiller les cartes un peu comme Tom Steyer l'a fait, un autre milliardaire. En fait, c'est que ces gens-là ont les moyens de rester dans la course pendant très longtemps parce qu'ils peuvent s'autofinancer. Et Michael Bloomberg, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs qu'il va se présenter pour les démocrates. D'ailleurs, avant qu'il y ait 25 candidats qui se présentent, il était parmi les pressentis. Il avait dit non à l'époque parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de gens, mais là, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent une alternative, ne croient pas en personne réellement dans ceux qui se présentent en ce moment. Donc, Michael Bloomberg... Il pourrait profiter d'une division. Il pourrait profiter d'une division, profite du fait qu'il a aussi une expérience politique. C'est quand même un ancien maire de New York. Il a une expérience d'affaires. Par contre, d'un point de vue stratégique, au niveau géographique, c'est quelqu'un qui vient de New York. Donc, ça ne va pas chercher des appuis à l'extérieur des grands centres. Exactement, dans les États du Midwest. New York, c'est un État qui n'est pas très contesté pour les démocrates. Donc, est-ce qu'il est hétérosexuel également? Oui, donc ça l'aide pas. Ça lui nuit. Mais c'est un autre vieil homme blanc hétérosexuel. Donc, au niveau de la diversité, ça n'ajoute pas grand-chose. Mais j'ai le haut le cœur. Mais c'est une candidature qu'on va suivre s'il décide de faire le pas parce que, évidemment, ça pourrait venir brouiller les cartes et brouiller les prochains débats. Merci beaucoup. On va vous retrouver bientôt parce que ça va bouger encore. Dans peut-être 3 semaines, 1 mois, je pense, vous serez en mesure de venir nous raconter encore une fois ce qui se passe. On attend le prochain vote. Oui, voilà. Merci beaucoup, Julie Pierre. Donc, je rejoins... écoutez, j'ai lancé un appel sur Facebook il y a quelques jours pour avoir quelqu'un au Chili. Oui, la balado veut se promener au Québec, mais je pense qu'on peut se donner cette mission d'aller ailleurs. Et là, il se passe des choses extrêmement graves au Chili. Et j'ai l'impression que la presse, je ne sais pas si c'est... je pense pas que c'est de la paresse. Je pense que c'est souvent un manque de moyens et peut-être un manque d'intérêt parfois de la population, mais on n'a pas tant entendu parler de ce qui se passe au Chili. Et là, j'ai lancé un appel sur les médias sociaux et il y a un monsieur extraordinaire, je pense, Bertrand Irachette. Bonjour. Bonjour. Donc, un plaisir d'être en antenne avec vous. Oui, vous êtes installé au Chili. Vous êtes français d'origine, installé au Chili depuis 15 ans. Voilà. Vous vous occupez d'un label, d'une étiquette de disque? D'un label, et puis surtout qui s'appelle La Copia Infeliz de l'Eden, et puis surtout d'un groupe qui a joué au mois d'août au Canada, qui s'appelle la Julia Smith. Qui a joué au FME à Rouyn-Noranda. On était là.
Au FME à Rouen, c'est du rock psychédélique et c'est du sud du Chili. Incroyable. Ouais. OK. Et là, je trouve ça intéressant parce que vous êtes un citoyen, vous vivez là-bas depuis 15 ans et j'avais envie d'avoir quelqu'un sur place qui nous parle de ce qui se passe exactement. Il y a de grandes manifestations. En fait, en fait, c'est un mélange de manifestations, de violence. Qu'est-ce qui se passe exactement? De mon point de vue, c'est un mouvement populaire qui est un mouvement pour la dignité. Oui. C'est un mouvement qui est très majoritairement pacifique, qui, je pense, est absolument unique parce qu'il est complètement apolitique. Donc aucunement relié à un parti politique là-bas. Il n'y a aucun parti, aucune idéologie qui puisse s'approcher du mouvement. OK. Parlez-nous du gouvernement, je pense, parce qu'on a l'impression que le Chili, bien évidemment, l'après-Pinochet, a vu une démocratie s'installer et que le Chili coule des jours, je dirais pas heureux, mais on connaît peu de choses sur le gouvernement en place, entre autres. Et si vous voulez, un des grands slogans des manifestations, ce n'est pas 30 pesos, c'est 30 ans. OK. Donc le mouvement est parti d'une hausse du tarif des transports de 30 pesos, ça fait moins de 0,1 $ canadien. Ça ressemble un peu, si je peux faire un parallèle boiteux, mais avec les Gilets jaunes en France, c'est-à-dire que c'est un événement qui semble anodin, mais qui ne fait que canaliser une frustration qui couve depuis des années. Mais je crois que oui, mais il y a une grande différence ici, Frédéric, c'est que c'est vraiment le côté apolitique de l'histoire. C'est que les Gilets jaunes, il y avait quand même des relais avec l'extrême droite. Le Chili, c'est vraiment, même si le président veut faire croire le contraire, c'est vraiment la population dans sa globalité qui est fatiguée des abus qui sont multiples. On aurait besoin de plusieurs podcasts pour en faire la liste. Mais allez-y justement. Il y a parce qu'on assiste à une répression violente. Comme je vous disais, il y a 30 ans de revendications. Une des grandes revendications, c'est la revendication sur les retraites. Il y a le grand frère de Sébastien Piñera, Monsieur José Piñera, qui est un Chicago Boys, qui était ministre de Monsieur Pinochet, enfin de Pinochet. Excusez-moi, quand vous dites Chicago Boys, c'est-à-dire c'est un partisan du libertarisme, moins d'État. Exactement. Si vous voulez, dans les années 80, le général Pinochet a fait appel à un groupe de techniciens qui ont tous été formés à l'école de Friedman à Chicago et qui ont implanté des mesures ultra-libérales et qui ont utilisé un peu le Chili comme un laboratoire pour essayer des mesures qui ont un peu été implantées partout sur la planète. Les grands décrets qu'a signé le général avant de quitter le pouvoir, ça a été la privatisation de l'éducation, la privatisation de la santé et la privatisation des retraites. Ouais. La privatisation des retraites, aujourd'hui, il faut savoir que la pension basique, c'est moins de 200 $ canadiens, que le troisième âge, c'est la classe d'âge avec le plus haut taux de suicide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands-pères, les grands-mères se suicident parce qu'ils veulent pas être une charge pour leur famille. Ah, ouais. Donc, après, on a bien sûr les revendications au niveau de la santé. Le système de santé public est dans un état pitoyable et les gouvernements, en particulier le ministre de la Santé qui est en place, qui est propriétaire de cliniques privées, qui a été destitué de l'ordre des médecins parce que pour des cas de corruption et de malversation. Ce monsieur, si vous voulez, a inscrit une politique qui consiste à ne pas construire d'hôpitaux, mais sinon à reporter toutes les urgences du système public sur le système privé. Donc les cliniques privées qui gagnent de l'argent. Ah ouais. Après, on passe à l'éducation. On a eu la révolution des pingouins. Les pingouins, c'est parce que les lycéens, les collégiens, ils ont des uniformes ici blancs et noirs. Oui, ça c'est en 2006. Petits pingouins. Ouais. On a eu un grand mouvement social où les jeunes sont descendus dans la rue. Ils n'ont pas vraiment réussi à avoir de succès avec leurs revendications. Donc il y a eu un autre très grand mouvement étudiant en 2011 qui a repris, qui en général ont été ces collégiens qui étaient devenus étudiants en fac, qui ont pris des facs. Excusez-moi, je fais une pause, c'est quand même incroyable parce que ces deux dates, 2006-2011, ça équivaut à peu près aux dates ici des grandes grèves étudiantes 2006 et 2012. Alors, c'était vraiment... Après, il y a Occupy Wall Street, il y a eu plein de mouvements, c'est même ça. C'est dans l'air, voilà. Après, il y a un grand problème, c'est la constitution qu'a laissé le général Pinochet avant de laisser le pouvoir, qui est une constitution complètement fermée, qui assure un duopartisme complètement, qui ferme toutes les évolutions socio-culturelles qu'on est en train d'aujourd'hui demander. C'est le débat sur la Constitution a été ouvert justement lors des manifestations étudiantes 2011. C'est les étudiants qui ont amené ça sur la table, qui depuis 2011, on exige une nouvelle Constitution.
Après, faut savoir que le président Piñera, il a une réputation d'homme d'affaires sans foi ni loi. Il a fait sa fortune en bénéficiant des privatisations de Pinochet dans les années 80, il a braqué une banque, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il a acheté une banque, il a fait déposer le bilan, il a transféré des actifs, il a fait ses premières fortunes comme ça. Après, il est devenu encore plus riche parce qu'il y a un homme d'affaires très puissant au Chili qui lui a demandé d'aller étudier sur le marché américain les cartes de crédit. Il est revenu, il a dit à son ami que c'était pas viable, que ça allait pas marcher au Chili. Le lendemain, il a créé sa société, Bancard, pour faire les cartes de crédit. Il s'est fait plein d'amis là-dessus. Et après, il est devenu un des hommes les plus riches du pays en devenant le propriétaire de la compagnie d'aviation. Alors là, c'est entouré, et entouré aussi, vous m'appreniez ça, entouré de membres de sa famille. Mais dans le gouvernement, il y avait six des ministres étaient cousins d'une certaine façon. Son ministre de l'Intérieur, donc, qui exerce les fonctions de Premier ministre au Chili, était son cousin germain. La ministre de la Culture et sa cousine germaine. Et après, il y a le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie, je crois, qui était de sa famille aussi. Bon, et là, faut parler aussi des médias, de l'écosystème médiatique au Chili. Alors, mais là, il y a un grand problème au niveau de l'écosystème médiatique. Là, au niveau de la concentration des médias, le Chili, on est numéro 2 derrière Cuba en Amérique du Sud. Pour la concentration. C'est-à-dire que toute la presse appartient à deux groupes qui appartiennent à deux familles, qui sont dans deux groupes, deux des personnes les plus riches du pays. Il y a 6 chaînes de télévision publiques. Tous les directeurs de l'information et les directeurs exécutifs du canal ont été convoqués par le ministère de l'Intérieur quand il y a eu le début de l'état d'urgence. Ouais, pour recevoir des lignes directrices, j'imagine. Et on a assisté à plusieurs démissions, à plusieurs évictions de directeurs de presse, des directeurs d'information, de journalistes, parce qu'ils parce qu'ils posaient des questions trop incisives. Au directeur de la police, au niveau des droits de l'homme et de ce qui s'était passé au niveau des droits de l'homme. On a un phénomène très très bizarre, c'est-à-dire que les médias ne montrent absolument aucune image de ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire les voitures de police qui écrasent des manifestants qui ne s'arrêtent pas, des policiers qui tirent dans les domiciles, qui font des arrestations illégales au milieu de la nuit. Ça, la presse et les médias normaux ne le montrent pas ou finissent par les montrer quand il y a une pression des réseaux sociaux, c'est-à-dire quand les images sont irréfutables et elles circulent en masse sur les réseaux sociaux, sont relayées par certains députés. Ouais. Les médias sont dans l'obligation de les montrer et les montrent avec 24-48 heures de décalage. Okay. On a constaté aussi que les grands médias internationaux, donc comme vous disiez, on s'est passé par manque d'intérêt, je pense aussi beaucoup manque de moyens, parce que c'est fini l'époque des correspondants étrangers, tout ça. Donc, en général, on constate que Le Monde, El País, tous ces grands journaux, tous ces grands piliers de l'information démocratique ont tendance à retransmettre directement des dépêches AFP qui sont des dépêches ou du ministère de la Défense, enfin du ministère de l'Intérieur, ou directement du palais présidentiel. Ah ouais. Un des exemples, c'est la publication par El País et par Le Monde du nombre de 900 et quelques blessés parmi les forces de police, quand un média chilien qui s'appelle Cyberchili, qui est un des seuls médias indépendants, une association de journalistes, a prouvé qu'il y avait seulement 160 blessés dans les forces de police. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les services de presse présidentiels, ils essayent d'équilibrer le nombre de manifestants blessés avec le nombre de policiers. Mais c'est des gros mensonges et la presse très sérieuse relaye ça absolument d'une façon aveugle. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes là-bas, vous avez... je ne sais pas si vous avez manifesté vous-même, mais... Mais moi, c'est très, très important de parler avec vous ce soir. Parce qu'on a un contrat entre les gens du milieu de la culture. On essaye d'avoir le plus possible de fenêtres sur l'international pour informer ce qui se passe, et en particulier des très graves violations au niveau des droits de l'homme. Premièrement, le Chili, c'était un pays où il y avait un pacte social qui était plus jamais, vu les graves violations des droits de l'homme qu'il y a eu pendant la dictature de Pinochet. La grande crainte de la population, c'était de voir un jour revenir les militaires au Chili. Moi, ça fait 15 ans que j'habite au Chili. Tout le monde dit un jour ils reviendront. Ce qui paraissait complètement impossible, parce que je vous rappelle que il y a à peu près un mois, le président qualifiait le Chili d'un oasis au milieu d'une Amérique du Sud en convulsion. Ouais. C'était le bon élève
c'est l'image qu'on en avait. Du FMI. C'est l'image qu'on en avait. Et puis, excusez-moi de vous dire ça, je veux pas être alarmiste, mais du jour au lendemain, on est à Kaboul. À ce point-là. On a une répression qui est digne de la Syrie ou de l'Afghanistan. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques chiffres, je suis désolé. Le 6 novembre, hier, l'Institut national des droits de l'homme a constaté 5000 détentions. Plus de 5000 détentions, dont 549 d'enfants et d'adolescents. Il y a plus de 1778 blessés, dont 41 par balle, 519 par chevrotine, 378 par projectile d'armes à feu non identifiées et 35 balles de caoutchouc. Il y a 170 pertes totales d'un œil en 20 jours. Il y en a eu 300 Palestine en 30 ans. On est en train de se faire tirer dessus comme des lapins. L'Institut des droits de l'homme a présenté 219 plaintes en pénal. On parle de 20 jours de manifestation. Il y a 5 homicides par des agents de l'État. Il y a 23 morts officielles reconnues. Incroyable. Il y a 19 violations sexuelles. Il y a des dizaines de témoignages que les adolescentes, les petites lycéennes, quand elles arrivent au commissariat, elles sont obligées d'être se foutre à poil devant les inspecteurs. Ça les fait beaucoup rire. On a des histoires qui ont été il y a des plaintes pour des tortures dans des stations de métro, il y a des gens qui ont été crucifiés dans des commissariats, qui ont été torturés, crucifiés dans les commissariats. Il y a des simulations d'exécution, il y a des victimes qui ont été jetées des fourgons de police lancés à pleine vitesse, des jeunes filles qui se font tirer dans chacune de leurs jambes et qui sont traînées par la police et qui réapparaissent 2 jours après en robe de chambre. Il y a des dizaines de témoignages de désapparitions, des affiches de désapparitions, des témoignages d'étrangers qui ne figurent pas sur les listes officielles parce qu'ils sont étrangers sans papier, des tortures sur les sans-abri, etc., etc. Donc, je vous rappelle que c'était un pays qui était censé ne plus jamais connaître ça, et en 3 semaines, de la part des forces militaires qui ont été dans la rue pendant 10 jours à cause de l'état d'urgence et des couvre-feux, et maintenant à cause de la police, moi j'ai assisté à des manifestations où pour aller d'un point A ou un point B, pacifiquement. Moi j'ai 40 ans, je suis un agent culturel, monsieur, je lance pas des pierres, je saccage pas les pharmacies. Pour aller d'un point A ou un point B, il faut passer une ligne de feu. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec la Syrie. C'est-à-dire que il y a des agents de police qui tirent à vue même sur les inspecteurs des droits de l'homme. C'est-à-dire que il y a une manifestation la semaine dernière, je suis passé à 4h30, il y avait 5 ou 6 blessés. 2 heures après, ils ont tiré sur un inspecteur des droits de l'homme parce qu'on avait marre qu'ils comptabilisent qu'il devait être une centaine de blessés. On parle de points de secours qui attendent 80 blessés par balle en 3 heures. Écoutez, Bertrand Hérachet, évidemment, on se sent impuissant, mais en même temps... Non, mais très marrant. Mais... Non, mais je suis content, je voulais vous entendre, je voulais qu'on puisse parler de ça. Oui. La très mauvaise nouvelle du jour, donc, c'est que face à ces manifestations populaires, le président aujourd'hui a décrété un agenda sécuritaire, c'est-à-dire 10 points où il va renforcer la police, la surveillance, les caméras, etc., etc. Ce qui nous met dans une situation où, après quelqu'un qui a sorti l'armée, où tout le monde se sent complètement menacé par les forces de l'ordre, qui en plus un agenda sécuritaire, ça nous fait craindre une dictature. On est en train de penser à les systèmes qui sont maintenus malgré des grandes manifestations populaires. Ça a été la Syrie, ça a été l'Égypte, c'est le Venezuela. Tout le monde a très peur d'une grosse crise économique. Tout le monde a peur. La situation aujourd'hui, c'est la peur. Bon, ben si vous voulez, j'aimerais qu'on se reparle dans peut-être quelques jours, quelques semaines. Juste pour finir sur une note un peu positive, on assiste quand même à une explosion artistique qui accompagne ce mouvement. Les rues sont remplies d'affiches. Il y a des sérigraphistes qui font des copies d'affiches au milieu des manifestations sous les gaz lacrymogènes. Il y a les murs qui sont peints du sol jusqu'au toit. Il y a quelque chose de très très beau au niveau comme je vous disais, c'est apolitique. Il y a vraiment une convergence des luttes. Tout le monde est dans la rue, tout le monde se bat pour un monde meilleur et pour plus de dignité, pour plus de justice. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut sensibiliser tout le monde parce que tout à fait. Bertrand Hérachet, merci beaucoup. On va se reparler et j'espère que quand on va se reparler, les choses se seront déroulées d'une autre façon. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Puis tout le monde pour la dignité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Bon, alors Félix Séguin, j'ai envie qu'on parle de votre livre, PLQ Inc., grande enquête journalistique à partir des documents policiers des 15 à 20 dernières années, voilà. oui. Travail titanesque. Et la préface commence comme suit, la première phrase. En pleine crise des médias au Québec, PLQ Inc. arrive à point. En quoi ça arrive à point? Ben, c'est parce qu'on est capable de montrer que... on est capable de démontrer que le journalisme d'enquête a encore sa place et que Québécois est capable de l'incarner aussi. Parce que ça coûte cher, faire de l'enquête journalistique. Ça coûte très cher. Radio-Canada le fait avec Enquête, entre autres. Exact. Avec Québécois, le bureau d'enquête, entre autres, vous êtes peut-être les deux plus actifs. Et n'oublie jamais une chose, que c'est assez neuf, le bureau d'enquête. Là. C'est vrai. Et d'ailleurs, puis il faut bien rendre à César ce qui lui appartient. Le bureau d'enquête de Québécois a été créé, entre autres, en réponse aux excellents reportages de nos compétiteurs. À un moment donné, on a vu aussi... on en dit du bien, on en dit du mal, mais Pierre-Carl Péladeau a eu ce réflexe... d'entrepreneur, mais aussi de patron de médias en disant on ne peut pas laisser seul les autres occuper ce terrain-là de l'enquête. Ouais. Alors oui, on est en pleine crise des médias, c'est vrai, et oui, ça coûte cher, et on dépose un ouvrage aussi qui coûte cher à faire, et pour le plus grand bien, pour le plus grand droit, moi je pense, du public à l'information. Tout à fait. On va écouter un extrait immédiatement, puis je veux vous entendre après parce que c'est un peu ce qui se trouve en filigrane de ce livre. Moi, j'ai passé la commande à mes gestionnaires d'enquête. J'aurais demandé de faire un examen minutieux de nos dossiers qui étaient en cours d'enquête présentement pour me permettre, moi, comme commissaire, d'orienter et en même temps de prendre des décisions. Puis quand viendra le temps de prendre des décisions dans les dossiers, à savoir, est-ce qu'on continue ou pas une enquête ou est-ce qu'on laisse planer qu'il y a une enquête ou pas sur peu importe le nom du projet, bien, je prendrai cette décision-là puis je l'assumerai. Puis à un moment donné, il va falloir tourner la page sur certaines choses. L'examen se fait. En temps et lieu, il y aura des décisions qui seront prises et vous en serez informés à ce moment-là. C'est l'engagement que je fais. Vous savez, ça fait partie des différents irritants qu'on a. Puis à un moment donné, le cynisme de la population ou la confiance qu'on veut rétablir, ça passe par des prises de décision, puis des prises de décision assumées. Bon, alors, là, on vient d'entendre... Frédéric Gaudreau de l'UPAC. Voilà. Le boss. Et dans le livre, on est aux premières loges. Oui, on va parler. C'est beaucoup le financement du Parti libéral, évidemment, le titre le porte, mais on est beaucoup aux premières loges des cafouillages à l'UPAC, les enquêtes qui aboutissent pas, du manque d'enquêteurs d'expérience, du manque de procureurs de la couronne pour exécuter des mandats. Puis quand on finit de lire le livre, on a cette mauvaise impression que le politique fait un peu tout de façon subtile pour que les enquêtes n'aboutissent pas. Ben, en fait, c'est probablement... une des questions les plus à laquelle je préfère le plus répondre. Parce que ce livre-là, malgré sa couverture, si on peut le décrire, c'est la photo de Jean Charest qui n'est pas... Qui a l'air... Il n'a pas l'air en confiance. Il a l'air sa plus belle. Il a l'air d'un 10$ qui ne sourit pas. Donc, avec la texture, effectivement, d'un billet de banque. Mais c'est l'image d'un ex-premier ministre traqué qu'on a voulu rendre. Donc, le livre n'est pas sur Jean Charest. Non. Le livre est sur... Puis ça paraît que tu l'as bien lu en posant cette question-là. Ouais. C'est que c'est sur ce continuum-là, tu sais, d'enquêtes policières qui se sont, comme le titre le dit, finalement arrêtées aux portes du parti. C'est ça. Et tu relèves que ni le système judiciaire, ni la police semblent avoir su avoir du succès quand elle a mis les pieds là. Puis on ne sait pas exactement pourquoi, mais on le devine un peu. Mais c'est fatigant. C'est ça, mais c'est fatigant, cette zone-là qui est très grise. Puis ce nom, en fait, ce qui est plus achalant dans ça, c'est le non-dit. Ouais. Parce que on a joué l'extrait du patron de l'UPAC, Frédéric Gaudreau, qui dit là, à un moment donné, il va falloir dire, en fait, comme dans plein d'enquêtes policières, parce que moi, je suis issu beaucoup je couvre beaucoup le crime organisé, je couvre beaucoup ces trucs-là. À un moment donné, dans une enquête policière, c'est blanc ou c'est noir. Ouais. Parce que gris, ça passe pas le test. Non, c'est ça.
tu peux pas arriver avec quelque chose de gris devant le DPCP en disant, on pense que ça pourrait être ça. Parce que ça tient pas. Tu sais, ça tient pas, la règle de preuve pourra pas... Bon. Mais dans le livre, on s'aperçoit souvent que c'était pas mal noir, si on peut dire ça. C'est-à-dire que les preuves semblaient béton et pourtant, les résultats sont minces. Vous le dites quand même à la fin qu'il y a des sommes qui ont été récupérées. Parce que, il faut expliquer, par chapitre, on couvre à peu près tout ce qui s'est fait en commission, commission Bastarache entre autres, évidemment la commission Charbonneau y pense. Vous revenez sur tous les grands personnages qui ont animé ces commissions-là et c'est à partir des documents de la police. Donc, vous avez épluché tout ce qui était disponible d'avoir. Ben... moi, je suis naïf. Oui ou non? OK. Bon, alors, la mine est devant moi et je marche lentement vers elle, je contourne. Oui, on a épluché tout ce qui était public, mais on a épluché tout ce qu'on possédait aussi. Je pense que c'est pas un secret qu'à partir du printemps 2017, lorsque à TVA puis au Journal de Montréal, on a commencé à sortir des nouvelles sur Mashuré, justement, il était clair. Rappelez-nous quelle était cette grande enquête. Mashuré et l'enquête sur le financement du Parti libéral du Québec, et elle visait précisément Jean Charest et Marc Bibeau, à telle enseigne que moi, j'ai vu des documents policiers où il y avait ce qu'on appelle une photo d'écrou, là, où il y avait comme un genre de mugshot qui n'en était pas un de Jean Charest avec date, âge, occupation, premier ministre du Québec, blablabla. Bla, 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 bla. C'est pas rien dans notre histoire, ça. Il faut remonter à assez loin pour y voir quelque chose de semblable. Alors, Mashuré, c'était ça. Ça s'intéresse à Marc Bibeau, Jean Charest, le financement du parti politique, avec plein de gens satellitaires à ça. Alors, justement, revenons au document. Ce livre-là se base sur des témoignages qui ont déjà été publiés, mais se base sur des témoignages qui ne l'ont jamais été aussi. C'est ça. Ça. Et c'est là l'apport, si tu veux, au débat de ce bouquin-là. Vous parlez de Jean Charest, c'est un peu, au début, on revient avec cette fameuse rumeur qui circule depuis longtemps du pont d'or qu'aurait reçu Jean Charest quand il était au Parti conservateur. Il faut quand même remettre ça en contexte, ça a l'air de faire très longtemps. C'était un contexte post-référendaire où les forces libérales étaient c'est le PQ qui régnait. Politiquement, c'est Lucien Bouchard qui... on avait perdu le référendum, mais la menace souverainiste est encore là. Et là, les forces libérales cherchent un successeur après Daniel Johnson. Devient la bouée de sauvetage, là, Jean Charest, de l'establishment, si tu veux, le fédéraliste québécois. Qui était au Parti conservateur. Exact. Le Parti conservateur s'était effondré, était passé de 200 quelques députés, je pense, à 2. Exact. Il y avait Jean Charest puis un autre. Bon. Et là, la rumeur, à l'époque, je me rappelle, veut qu'on ait offert un pont d'or à Jean Charest, c'est-à-dire payer sa maison de Westmount, lui offrir un salaire de 75 000 $, ce qui n'était pas illégal. Les partis faisaient ça régulièrement. Sauf qu'on apprend via Robert Plouffe, entre autres en 2018, que ça a continué au-delà du début de l'arrivée de Jean Charest. En tout cas, son salaire, il a continué à être payé. En tout cas, on n'a pas de preuves. Est-ce qu'on a des preuves? Bien, en fait, il y a des témoignages que Ronald Poupard, l'ancien chef de cabinet de Jean Charest, affirme aux enquêteurs de l'UPAC que Jean Charest, dans cette entente-là que l'on appelle le pont d'or, s'est vu proposer de se faire payer son hypothèque de sa maison à Westmount. Oui. Donc, il s'agit d'un avantage. Oui. Hein? Et qui, à l'époque, selon les documents qu'on a consulté, n'était pas déclaré. Finalement, il s'est produit quelque chose, puis tu référais à Robert Plouffe et tout ça, où le PLQ a finalement affirmé, pas nié qu'il avait un salaire de temps, qui est un incitatif, qui, effectivement, tant qu'il est déclaré, il n'est pas illégal, pas du tout. C'est ça. Alors, où on était là-dedans? Oui, c'est ça. Donc, la théorie du pont d'or. Et il y a 5 millions qui s'ajoutent. Il y a des rumeurs qui disent que des hommes d'affaires se seraient cotisés pour mettre 5 millions dans un compte de banque à l'extérieur du Québec pour attirer Jean Charest. Oui, oui, effectivement, ces témoignages-là sont offerts à l'UPAC. Il y a des gens qui... Sauf que pour ceux-ci, il manque des éléments de corroboration pour certains. Puis nous, comme journalistes aussi, je réfère à Jean Charest qui parlait de ce livre-là comme étant... un ouvrage qui colportait des ragots. Ouais. C'est pas des ragots, je veux dire, c'est une enquête policière. Ouais. Alors, je veux dire, on colporte pas des ragots, on rapporte ce qui a été dit dans une enquête policière, et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on appelle ensuite les gens qui ont témoigné à l'UPAC, dont Ronald Poupard,
Il dit, ouais. Oui, il y a ça. Il dit, ça me fait penser à une anecdote, moi, que j'ai toujours trouvé savoureuse. Puis je fais un aparté, là, je pense que je m'en vais vraiment. On s'en fout, dans balado. On a le droit, on peut. C'est un. Vraiment c'est un terrain de jeu, la balado. Pour aller à Québec. Et à un moment donné, on fait un reportage sur le maire de Terrebonne et aussi de sa garde rapprochée qui aurait reçu, sont en procès présentement, là, des sommes pour favoriser certaines décisions politiques de zonage. Ouais. Et on appelle le directeur général et moi, je lui pose la question, avez-vous déjà reçu des voyages gratuitement? Avez-vous déjà reçu des voyages? Êtes-vous allé en voyage avec des entrepreneurs sous contrat avec la ville? Il dit, ah non. Là, je lui demande, est-ce que vous ne seriez pas allé dans une pourvoirie, dans un voyage de pêche? Ah ouais, mais là, la pêche. C'est pas vraiment un voyage. C'est pas un voyage, tu sais. Puis là, je dis, ouais, mais tu sais, la pêche, c'est pas. Donc, on était pris avec un peu de ce genre de truc-là quand on repassait pour avoir, pour corroborer, même, parce que dans le fond, on se retrouvait à corroborer des témoignages qui ont été livrés à la police. Alors, on appelait l'exemple Ronald Poupard, qui disait que Jean Charest a fait payer son hypothèque, etc. Et puis là, il disait, ouais, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. En tout cas, nous c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a lu dans les documents, dans un document qui est une entrevue avec la police. Donc, ce qu'on se rend compte, puis on le savait déjà, sauf que là, moi j'avais suivi la commission Charbonneau, évidemment, mais là, c'est qu'on replonge dans tout ça, puis on se rend compte, entre autres, que l'arrivée de Marc Bibeau au PLQ transforme ce parti, qui était un parti, ne l'oublions pas, le parti de la Révolution tranquille, un parti centenaire, un parti de militants, de débats, d'idées, et l'arrivée de Marc Bibeau, entre autres, Violette Trépanier aussi, mais elle était déjà là avant, mais c'est Marc Bibeau qui imprime cette espèce de tournant où le PLQ devient une machine à ramasser du cash pour se mettre au pouvoir. En fait, Marc Bibeau, selon ce qu'on consulte, en fait une machine à son image. Parce que c'est un homme d'affaires milliardaire. Ouais. Milliardaire? En tout cas, en actif, certainement. Okay. Avec des centres commerciaux, avec différentes entreprises, avec beaucoup d'immobilier. Oui. Alors, c'est un homme d'affaires milliardaire. Et je me rappelle moi, un reportage que j'avais beaucoup aimé faire d'ailleurs, qui est consigné là-dedans. Il y a une soirée à Beaconsfield où on reçoit la majorité du Conseil des ministres chez Marc Bibeau. Ouais. Et puis là, on a tout le menu là-dedans, tu sais, ce qui est demandé, serveuse en kimono. Ah oui, c'est ça. Oui, avec la coupe de champagne, avec la framboise. Oui. Tout est très précis dans le menu. Puis tout était. Je sais pas si on y réfère encore dans le livre, on l'avait évoqué avant. On voit dans ce que Marc Bibeau prévoyait, ça va prendre il est écrit fontaine de chocolat. Oui, mais c'était tout Messi. Oui, mais c'est dans le livre. C'est dans le livre, trop salissant. On l'a vu dans le livre. Oui, c'est ça, trop salissant. Donc, Marc Bibeau, qui a toujours été, selon ce qu'on a fasciné par la politique, en arrive, selon ce qu'on recueille comme témoignage, et que la police aussi, par procuration, si tu veux, à être dans le sein des saints. À rentrer même au caucus. À avoir le caucus chez lui. Oui, même invité aux réunions du caucus. Invité aux réunions du caucus. Et aussi, selon certains témoignages, dont celui de M. Dick, qui est un ingénieur de Montréal, se faire donner des cartes du bureau du premier ministre pour les distribuer, même appeler certaines personnes, toujours présumément, en lui disant tu vas avoir un contrat, tel contrat, telle route. Alors, il est arrivé dans... c'est même pas l'antichambre. Non, c'est la grande pièce, la pièce des maîtres. C'est la pièce des maîtres, un peu. Bon, on va écouter un extrait, puis après ça, je veux qu'on parle, parce qu'il y a un chapitre qui est dédié à une personne qui est peut-être, selon en tout cas le titre de ce chapitre-là, une brebis sacrifiée de toute cette histoire-là. Moi, ma vie vient de s'effondrer ce matin, et jamais l'UPAC ne m'a rencontré. Jamais, malgré les demandes que j'ai formulées. J'ai assumé des charges publiques, j'ai la responsabilité de mes décisions, j'ai la responsabilité de les expliquer. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Ma vie vient de se terminer à partir de maintenant. On est dans une société où il y a la présomption d'innocence. Je sais ce que c'est, j'étais de l'autre côté de la clôture. Et là, je suis de l'autre côté de la clôture, du côté des médias. On vit dans une société où je vais être condamnée avant d'avoir été formellement accusée. Alors, peut-être nous expliquer le contexte de cet extrait? Oui, Nathalie Normando est arrêtée jour de budget. C'est en 2016.
2016, alors que Robert Lafrenière, le patron de l'UPAC à cette époque, justement, reluque un renouvellement de mandat. Et les choses n'avancent pas. Et les choses avancent. La population trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens arrêtés, il n'y a pas beaucoup de choses, pas de gros noms, en fait. Alors, tu sais, je ne veux pas tout additionner ça, mais c'est ce qui se passe, c'est le contexte quand même. Très tôt le matin, les policiers de l'UPAC entrent chez elle. Elle est à Québec. Elle est animatrice dans une station de radio qui s'appelle Boulevard Machin. Boulevard FM. Puis, c'est ça, Boulevard FM. Et donc, les policiers vont prendre des notes pour dire vous êtes en état d'arrestation, elle peut appeler son avocat, tout ça, ça se passe assez bien. Et elle est amenée au grand quartier général de la Sûreté du Québec dans la vieille capitale. Et l'enregistrement que vous venez d'entendre, c'est l'enregistrement de l'entretien qu'elle a avec les policiers à ce moment-là, qui dure 2 heures. Et là, dans ce chapitre-là, on apprend qu'elle a... Bon, il y a des versions qui sont pas concordantes, mais elle prétend qu'elle avait offert sa participation à témoigner à l'UPAC, pas à la commission Altalà, à la commission Charbonneau, mais là, à l'UPAC, et que finalement, alors que d'autres présumés accusés ont été contactés par l'UPAC, elle n'a pas été. Fait qu'elle se demande pourquoi, malgré sa bonne foi, elle se fait arrêter. Oui, mais ça, c'est une affaire un peu maudite, parce que... tu sais, quand tu es la cible d'une enquête policière, souvent, si les policiers pensent qu'ils en ont assez pour t'accuser, puis tu les appelles en disant « Hey, viens, on va parler. » Ben, je veux dire, s'ils pensent qu'ils en ont assez puis qu'ils n'ont pas besoin de toi, ils vont t'accuser quand même. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé avec Nathalie Normando? Oui, mais peut-être pensait-il en avoir assez pour l'accuser. Peut-être n'en avait-il pas assez pour l'accuser. Ça, son procès étant... son pas terminé, procès est en jachère. Oui, c'est ça, c'est pas terminé. Là. C'est suspendu. Oui, c'est suspendu en raison du débat sur la confidentialité des sources journalistiques qui a été tranché en partie en Cour suprême pour l'affaire avec Marie-Maude Denis. Alors, donc, mais ce qui est plus... tant qu'à moi, évocateur dans ça de l'état d'esprit de Mme Normando, c'est le non-dit. C'est que elle semble être en train de nous dire, justement, parce que tu l'as présenté peut-être comme une brebis sacrifiée, mais pourquoi ça me tombe? Pourquoi aujourd'hui tout ça va me tomber dessus? La réalité, c'est qu'il y a des gens qui étaient... que l'on a placés autour d'elle aussi. Bruno Lortie. Bruno Lortie. Et de son chef de cabinet. Et de son chef de cabinet. Pour qui les gens avaient beaucoup plus... Pour qui la police avait peut-être beaucoup plus de soupçons que pour elle. Donc, elle... Alors... Bon, je veux dire, c'est ça, mais je veux dire, elle a été arrêtée. Moi, je suis personne pour dire qu'elle l'a fait ou l'a pas fait. Je suis rien pour ça. Mais ça nous montre que, tu sais, Nathalie Normando, c'est la seule élue du Parti libéral du Québec qui a été arrêtée. Et c'est une femme. Par l'UPAC. Je pense pas que c'est un hasard, parce que, rappelons-nous, Jean Charest souvent envoyait Céline Beauchamp pendant la crise étudiante. Il y a souvent... On a l'impression que les femmes étaient sacrifiées un peu. Étaient des femmes boucliers, en fait, un peu Céline politiques. Beauchamp et Michel Courchaine dans le cas de l'éducation. Disons les choses comme elles le sont, là. On est dans une période... Tu sais, Jean Charest arrive au Parti libéral du Québec, on est en 98. Il prend le pouvoir, on est en 2003. On est dans une période qui précède largement... le MeToo, puis on est encore dans la politique aussi à ce moment-là que... D'un autre siècle. Disons-le. Et Nathalie Normando, tu sais, c'est une femme qui est très élégante. C'est une femme qui, dans ses cocktails de financement, tout le monde veut voir Nathalie. Lino Zambito veut voir Nathalie, puis tout le monde la trouve mais tellement séduisante. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi dans ça qui est... Moi, je trouve qu'il est un peu... Si on se reporte à notre époque présente, qui est un peu confrontant, parce que ces femmes-là étaient mises un peu à l'avant-scène. Est-ce que c'est le syndrome de la Schtroumpfette? Dont Martine Delvaux nous parlait. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, hein? Oui, on peut dire ça. Bon, il y a des gens qui ont tenté de faire bouger les choses. Au travers du livre, on le sent. Ça s'est souvent retourné contre eux. Moi, j'ai envie de parler de Yves Francoeur. Qui est un bon exemple. Lui qui, en 2017, sur les ondes du 98.5, prétend qu'il y aurait une certaine immunité libérale quand vient le temps d'enquêter. Finalement, ça fait prout un peu parce qu'il accusait, sans le nommer, il accusait, c'est ce qu'on apprend dans le livre, Jean-Marc Fournier et Raymond Bachand, via un témoignage de Louis-Pierre Lafortune, qui était, je crois, lié au crime organisé. Il y avait des accointances avec le crime organisé. Et lui s'est trompé, c'était pas Raymond Bachand, c'était Claude Béchard, donc relatait un cocktail, et finalement, ça tombait à l'eau. Mais est-ce que c'est pas un signe, ça, au-delà de la maladresse, qu'il y avait des gens à l'intérieur des forces policières qui trouvaient que ça allait pas assez vite puis qui tentaient de faire bouger la machine? Est-ce que clairement, il y a des gens, clairement, il y a des gens qui peuvent se reconnaître maintenant, là, si on les nommait par les petits surnoms qu'il y avait à ce moment-là, qui savent qu'ils faisaient partie d'un noyau dur
qui était très, très, très enclin à vouloir remonter le plus vite possible dans toute cette affaire-là jusqu'au premier ministre. Ouais. Oublie pas une chose. En brûlant des étapes, peut-être? En tournant les coins ronds? Oublie pas une chose. On est dans un moment où nos vis-à-vis de l'émission Enquête avec Marie-Maud Denis puis Alain Gravel mettent le feu à la politique québécoise, mettre le feu à la limite, à notre manière là, dont on concevait les choses. Ouais. Et puis, il se passe pas une semaine sans qu'on ait un point de presse, soit à la Ville de Montréal, avec un Gérald Tremblay qui semble pas comprendre ce qui est en train de se passer. Puis, on a, en fait, ce que les gens se disaient en disant « Ouais, c'est ça la politique, c'est tout le cash. » On dirait que c'est venu les conforter là-dedans, puis on est fâchés. Puis on est... C'est pas juste nous qui sommes fâchés. Les policiers, là, qui à ce moment-là, où on crée des escouades comme Marteau, comme l'UPAC, eux aussi, là, ils se disent ça y est, on s'en va. On va aller au plus haut, on va l'avoir. Et oui, peut-être, en brûlant certaines étapes, pour une raison fort simple, c'est que au Québec, la culture, pas juste au Québec, mais aussi, peut-être un peu plus, l'expertise policière pour lutter contre la criminalité économique n'en était qu'assez presque début. Balbutiement, oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces enquêtes-là, c'est un travail de moine d'éplucher des documents. Des documents comptables, faits par des gens, des experts. Je veux dire, de l'autre côté, les gens qui font des malversations, c'est pas des piouis, là. Ben justement, les gens qui ont accès ou les gens qui veulent se livrer à ça, ils ont souvent, ils font ça avec le concours d'experts comptables. Puis pour tenter de lutter contre ça, ça te prend des jurys comptables. Puis, à ce que je sais, moi, je connais pas beaucoup de policiers qui sont jurys comptables. Alors là, tu sais, on est dans ça, là. Julie-Pierre Nadeau? Ben même, là, je fais un parallèle, évidemment, avec les États-Unis, mais même aux États-Unis, les crimes financiers sont parmi les moins poursuivis parce que c'est trop compliqué à faire, à prouver, ou justement, comme vous le disiez, trouver une expertise qui va être capable de comprendre tout ce qui se passe, parce que c'est évidemment des gens qui sont capables de cacher les pistes. Là. C'est pas fait dans un fond de sous-sol avec les fameuses enveloppes brunes dont on parle souvent. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il y en a eu. Bon, dernière question, parce que quand on lit le livre, à la fin, on a envie de se dire que tout ça est derrière nous, que les mœurs sont assainies, et vous donnez l'exemple, ça fait mal un peu, mais en même temps, bon, on fait attention à ce qu'on dit, mais vous donnez l'exemple de la dernière campagne fédérale au Parti libéral du Canada, où on avait les fameux objectifs. Parce que dans le livre, on le sait, tous les ministres libéraux au Québec avaient des objectifs, tout dépendant du ministère et de la circonscription, mais c'était des obligations d'aller chercher 50 000, 100 000. Bon. Et là, vous nous apprenez que dans la dernière campagne électorale, là, je ne dis pas qu'il y a eu des malversations, mais les objectifs par ministre, par député, entre autres, étaient présents. Ça laisse supposer quand même que malheureusement, en tout cas, la culture de collecter de l'argent n'a pas beaucoup changé. Bien, rappelle-toi, il y a eu plusieurs articles qui ont été écrits sur le prix qui était chargé à certains donateurs du parti pour rencontrer en privé Justin Trudeau dans certains événements politiques. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, c'est pas... Il y a comme... Moi, il y a une impression qui se dégage aussi de ça, que peut-être nos politiciens ne sont pas assez payés. Ouais. Peut-être c'est une question qui revient souvent. Ça revient souvent. Puis moi, quand je finis d'enquêter sur ces trucs-là, ces patentes-là, je me pose toujours cette question-là. Est-ce qu'on devrait mieux les financer, mieux les payer, les mettre un peu plus à l'abri de ce... Peut-être, en tout cas, changer le financement des partis, revenir à un financement public, ce qui est en partie le cas, mais on a joué avec les chiffres, les paramètres au cours des années, mais il y a peut-être ça aussi. Peut-être c'est parce qu'il y a comme une idée de jusqu'au boutisme du financement. Là. Il faut qu'on ait absolument... Et c'est le nerf de la guerre pour gagner des élections. C'est parce qu'en même temps, ça les expose à tellement... puis moi, je veux dire, pour un tribut de politique, là, pour un tribut de politique, je suis pas prêt à dire que les gens qui se lancent en politique là, font ça de façon malhonnête pour s'enrichir. De façon malhonnête. Je pense que ce qui vient comme objectif en dessous de tout ça, la structure, en dessous de tout ça, les sert très mal. Ouais. Alors, c'est ma petite réflexion. Et là, vous travaillez sur quoi présentement? Je ne pourrais pas nous dire de détails, mais la vie continue. Là. Oui, dans une semaine ou presque, de tout ça, on va sortir
un documentaire superbe sur un gars qui est en exil en Afrique, que je suis allé rencontrer. Puis, je suis revenu avec son témoignage de quelqu'un qui a été un peu tassé par le système. Oui. Et tant et si bien qu'il a été pris, qu'il a été forcé à l'exil. Et on est allé le rencontrer en Afrique et on en est revenu. Et on en est revenu heureux parce qu'on a quelque chose de lourd avec lui. Ouais. Alors, évidemment, on ne dira pas c'est qui. On va attendre de voir le documentaire. Mais merci, Félix Séguin. Non, mais c'est parfait. Merci donc du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Merci pour le PLQ Inc. On va mettre tout ce qu'il faut pour donner sur la page Facebook. Pour les gens qui aiment, c'est quand même... c'est une lecture pas aride, mais c'est aride. C'est costaud. C'est costaud. Mais pour les férus de politique québécoise, entre autres, c'est vraiment du bonbon. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le premier de l'Empire québécois à venir à la balado. Merci Pierre-Carl. Mais c'est un petit milieu. Les médias, faut pas l'oublier, on est en crise, il faut se tenir. Bon, alors là, j'ai envie de me tourner vers Simon. Justin, on vous a pas entendu encore? Oui. Très peu. Bon, alors là, on en a parlé tantôt avec Julie, entre autres. On a parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a, bon, moi, je le dirai pas tout de suite, mais il y a un excellent jeu sur la politique américaine qui existe. J'avais envie que vous nous présentiez quelques suggestions de jeux politiques, si on peut dire. Ouais, ben là, probablement, je trouvais, malgré tout, pour une balado sur le jeu, ça parlait pas beaucoup de jeux. Non. Non, c'est ça. Fait que là, je suis mais c'est pas une balado spécifiquement de jeux. Ah, c'est pas... Vous savez, non. Ah, OK. Non, excusez. OK, c'est bon. Ben, moi, c'est ça, je suis je suis le représentant... C'est la porte à côté, finalement. OK, bon, ben, attends. C'est ça, représentant du Ludovert québécois. En fait, je venais vous parler de quelques jeux, justement, qui fit avec le sujet. Oui. Pour moi, j'écoutais parler, tout ça, et je me dis, c'est clair que la géopoliticaillerie, ça a été inventé par les auteurs de jeux pour se créer là, une source inépuisable d'inspiration pour leur prochain jeu. Ouais. Parce que à part les jeux de vaisseaux puis de dragons, là, t'en parlais un peu tantôt, il n'y a pas vraiment de genres qui sont plus populaires que les jeux de géopolitique. C'est vrai, ça? C'est dans les tops. En fait, l'Encyclopédie universelle BGG recense pas moins de 20 000 jeux avec la simple étiquette politique. BGG qui est? Board Game Geek, qui est vraiment l'encyclopédie universelle des jeux. Et là, on parle même pas des jeux de guerre. Là, donc, on parle juste des jeux avec l'étiquette politique. Exactement. C'est très populaire. Ben, c'est ça, j'aimerais quand même faire un petit survol des possibilités avant qu'on aille attaquer quelques jeux plus spécifiquement. En fait, que vous soyez un intense joueur ou un moldu du jeu, que vous ayez une passion pour le médiéval ou la politique, que vous aimiez la stratégie ou les joutes de négociation chaotiques, il y a vraiment de tous les genres de jeux. Voici quelques exemples en rafale. On va commencer par le jeu Junta, qui est un jeu de négociation qui se passe dans une république de bananes où là, les joueurs vont, si on veut, s'échanger le pouvoir. Là, on va avoir le chef d'État, le chef de la police, et il va y avoir des passe-passe d'argent. Donc, calqué sur les républiques de bananes, donc pouvoir très instable qui change d'un côté à l'autre assez rapidement. Légèreté et sodomie au programme. Sur une note assez similaire, on retrouve Secret Hitler, qui est une variation de Loup-garou. Loup-garou qui est un jeu assez connu. Julie Pierre, j'ai déjà joué, ça dégénère assez vite dans une soirée. Les gens se traitent de nazis après 5 minutes, c'est génial. J'allais dire, c'est l'occasion parfaite de crier à ses amis qui sont des fascistes, en fait. Donc, c'est vraiment pré-Deuxième Guerre mondiale, l'identité secrète, on ne sait pas qui est un fasciste, qui est un libéral. Simon, on fait une petite pause parce que Félix doit nous quitter. Merci. Non, mais pour vrai, merci à vous. Moi, je ne jure que par la balado. J'en fais aussi. Il y en a d'autres à venir. Puis ce projet-là, ton projet m'emballe comme le projet des autres aussi. Ça fait. Alors, je conclus comme je suis entré rock on, comme un gars de Québécois. Merci. OK, bye. Vous saluerez Pierre-Carl. N'oubliez pas votre drame. Alors Simon, oui, continuez. Excusez-moi. Donc, c'est ça, Deuxième Guerre mondiale, c'est la montée du fascisme en Allemagne et le but, bien entendu, étant d'empêcher Hitler de devenir chancelier. OK.
Des jeux sur la politique, il y en a plein. On peut ça ces jeux-là, on le spécifie, on n'est pas obligé d'être un joueur aguerri. Là. Ben là, les 2 jeux que je viens de vous nommer, c'est des jeux plus légers, qu'on va dire des jeux d'ambiance, des jeux de party. Donc, ça s'adresse un peu à n'importe qui. Dans une soirée, on est tranquille. Mais là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Die Macher, qui est un jeu, en fait, qui traite du système politique allemand. Donc, qui est quand même quelque chose d'assez corsé. Là, on n'est pas dans le petit jeu, on est dans quelque chose d'un peu plus massif. Mais c'est vraiment cool parce qu'on va jouer 6 États, dans le fond, 6 circonscriptions, si on veut, allemandes, et on va essayer de faire élire son parti en essayant d'influencer les différents électeurs. Ça, c'est un jeu que Jean-Pierre Charbonneau aimerait surtout parce que c'est la proportionnelle en Allemagne. Fait que j'imagine que c'est une façon d'apprendre à jouer tout en maîtrisant les barèmes de la proportionnelle. C'est clair qu'il faut peut-être moins. Peut-être moins, oui. C'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec le système politique québécois en matière de jeu, mais bon, ça sera sur un autre ordre. Finalement, dans juste les petites anecdotes, on va quand même conclure avec Diplomatie. Ah, mon Dieu! Qui est le classique des classiques. Est-ce qu'on joue encore à Diplomatie? Parce que c'est un jeu qui date quand même... 1959. En fait, on dit que c'est un jeu qui brise des amitiés depuis 1959. On en a vu de tous les sortes. Je peux faire une aparté? Ben oui. Moi, j'ai joué à Diplomatie au cégep. Oui, OK. J'avais un cours de politique internationale et le professeur nous faisait jouer à Diplomatie. Toute la session, on commençait à la Première Guerre mondiale. Très cool. On formait des pays. Nous, on avait l'Allemagne. On était 5. Et il fallait, en fait, jouer. Donc, on donnait... le jeu, en fait, c'est que vous faites des actions. Vous bougez, genre, des unités militaires, des troupes. Et vous avez besoin, parfois, de l'appui d'une nation voisine qui va vous aider à être en surnombre sur un territoire. Alors là, on allait négocier à la cafétéria du cégep. On revenait, on donnait nos résultats de négociation au professeur qui les lisait à la fin du tour, mais des fois, on était trahis parce que l'équipe qui nous disait oui, je vais t'appuyer à l'adversaire. Est-ce que j'ai rêvé, Fred, vous m'avez déjà parlé de ça, puis vous m'avez dit que le prof avait des conditions particulières pour un peu orienter l'histoire? En fait, c'est que ce qu'il faisait, c'est qu'il nous demandait après ça de se référer à ce qui s'est passé réellement. Pour de vrai, oui. Et de faire un rapport. Donc, on avait 5 petits rapports à faire et c'était fabuleux. Évidemment, c'était tellement intéressant que la direction du cégep a demandé d'arrêter ça et de revenir à des cours marginaux. Trop un beau projet. Trop un beau projet. Mais en fait, tu parles de ça, puis c'est drôle parce que Diplomatie, à la base, ça l'a été inventé par un professeur. Et le but, c'était de montrer à quel point la relation diplomatique entre les pays en Europe avant la Première Guerre mondiale était imbriqués l'un avec l'autre et que tous les pays dépendaient l'un de l'autre pour leur relation. Et ça représente ça tellement bien. C'est sûr que c'est une partie, ça dure à peu près 12 heures. Oui, il y a ça. Puis on n'est plus tellement là-dedans avec les jeux un petit peu plus récents. C'est un peu plus difficile. C'est ça, exact. Mais ça crée des histoires vraiment mémorables. Mais là, on a parlé de quelques jeux, mais il faudrait quand même parler des quelques auteurs aussi qui sont vraiment très significatifs. Puis là, tu vas aimer le prochain. En fait, c'est l'auteur Jason Matthew, qui est l'auteur de Twilight Struggle, le jeu le plus emblématique sur la guerre froide. Ce jeu est extraordinaire. Moi, pour les gens à la maison, tu connais? Oui. Ah, mon Dieu, je savais pas. Mon Dieu, on va jouer. Oui. Julie Pianado. On va jouer à Twilight Struggle. Ben là. Fait que c'est une balado de jeu, finalement. Ben, ça devient de plus en plus fort. Il y a quelque chose, là. Décrivez-moi ce jeu pour les gens à la maison. C'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu qui est basé sur un système qu'on va appeler le Card-Driven Game. Donc, un jeu qui est propulsé par des cartes. Des cartes événements. Des cartes événements. Le jeu a une centaine, 200 cartes événements qui, en fait, présentent des événements historiques réels qui ont eu lieu. Donc, on peut penser crise des missiles, organisation des Jeux olympiques, course à l'espace, Tchernobyl. Donc, plein d'événements réels. Les joueurs vont jouer ces cartes-là pour, bien entendu, avantager leur camp sur le plateau. Mais je sais que le jeu commence en 1945. Je sais que tu es tellement un grand fan. J'avais dit, on va laisser Fred en parler un petit peu. Je peux le faire. Ce qui est fou dans ce jeu-là, premièrement, c'est un jeu qui ne se joue qu'à 2. 2 joueurs. On ne peut pas jouer à 4. Donc, on choisit les Russes ou les Américains. Le jeu est asymétrique. C'est-à-dire que si vous prenez les Russes, vous êtes avantagé au début de la partie. Parce que les événements sont plus avantageux pour les Russes. Vous avez des opérations militaires à réaliser parce que c'est basé sur la guerre froide. Donc, il fallait absolument être présent sur les territoires militaires. Et chaque événement est relié à une unité opérationnelle. Fait que souvent, vous allez vouloir avoir l'unité opérationnelle, mais l'événement va avantager l'adversaire. Fait qu'il faut aussi composer avec ça, c'est-à-dire que vous allez être obligé de laisser l'adversaire avoir un avantage en Afrique pour prendre les opérations militaires que vous allez déployer en Europe. Alors, c'est tout ça, c'est cette tension-là. C'est la meilleure façon, je trouve, que l'univers des jeux a trouvé pour témoigner de cette tension qu'il y avait entre les Russes et les Américains. Moi, j'ai joué avec mon garçon qui a 15 ans, donc c'est un jeu qui est quand même
costaud, mais accessible. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande expérience de joueur. Il faut aimer la politique internationale, mais c'est un jeu fabuleux. Ben, vu que le jeu il est vraiment, encore une fois, propulsé par les cartes, en gros, on joue des cartes, on résout qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc oui, c'est complexe au niveau de la stratégie puis de la... Oui. Faut jouer plusieurs parties pour comprendre, mais en même temps, ça s'apprend très bien. Ça se joue seul. Je savais qu'en parlant de ça, Fred, t'allais commencer à t'exciter. Pas besoin d'avoir vécu la guerre froide non plus pour pouvoir jouer. Pas vécu la guerre froide, mais j'adore ça. Mon garçon, c'est la même chose, j'adore ce jeu. Et Simon, il y a un autre jeu qui est bâti sur le même... La même dynamique. Ben en fait, cet auteur-là a fait aussi 2 autres jeux qui mettent en scène des élections américaines particulièrement serrées. On parle ici de 1960, Making of a President, Nixon contre Kennedy, et Campaign Manager, Barack Obama contre McCain. Encore une fois, le même genre de système de cartes. Donc, on va reprendre des moments clés des campagnes et on va jouer ces cartes-là. Il va falloir gagner les élections. Moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire aussi pour bien comprendre le système électoral américain parce que c'est la même chose. Il y a des swing states, il y a des États baromètres, il y a des États qui commencent démocrates et il faut essayer de... Bon, il y a des débats. On peut même... En tout cas, on simule les débats. C'est extraordinaire. Il y a moyen de changer l'issue aussi, comme Twilight Struggle. Il y a moyen que l'URSS gagne la guerre froide, que John McCain gagne l'élection. Tout à fait. En fait, c'est un peu la beauté des jeux de géopolitique, c'est que ça permet d'apprendre sur l'histoire, mais aussi de réécrire l'histoire, de tester des variations. Le fait d'avoir autant de cartes qui peuvent être jouées dans différents ordres, comme ça donne une rejouabilité et ça permet de voir, mais si telle chose était arrivée avant telle chose, qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme impact? Donc, c'est vraiment très cool. Et là, Simon, je veux vous nous parliez d'un jeu que je ne connais pas, mais que j'ai envie d'essayer sur, l'univers de Winston Churchill. Oui, en fait, c'est un jeu que j'ai essayé récemment qui est très cool, en fait, qui s'appelle Churchill, exactement. C'est sorti en 2015 par la compagnie GMT de l'auteur Mark Herman. Et contrairement à la plupart des jeux sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas un jeu de guerre. En fait, c'est un jeu de conflit politique, de coopération, de compétition. C'est un jeu... Mais c'est pas un jeu de... On déplace des troupes, pour se battre contre d'autres troupes. Non, c'est pas ça. Parce que, en fait, c'est un jeu qui se concentre sur les 10 rencontres historiques qui ont eu lieu entre l'Angleterre, les États-unis et la Russie. Donc, à Québec, entre autres. Il y en avait une oui, en fait, il n'y en a pas même eu 2 à Québec, il me semble. Et en fait, on va jouer les rôles de Churchill, Roosevelt, Staline au cours de ces 10 rencontres-là. Donc, théoriquement, on est des alliés. C'est un jeu qui se joue à 3 joueurs exclusivement et on va tenter, en fait, d'organiser l'après-guerre et notre gestion de la victoire. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez tordu parce qu'on va négocier tout au long des enjeux avec nos compatriotes, nos alliés pour détruire l'Axe, mais en fait, on est presque sûr de gagner. À ce moment-là, c'est pratiquement fait. Donc, on va négocier des enjeux comme l'armée américaine, elle va être déployée où, qui va gérer tel front, combien on va investir dans le développement de la bombe nucléaire et aussi, bien entendu, dans quel pays chaque personne va s'établir, dans quel pays limitrophe là, au combat on va s'installer pour être là à l'après-guerre. Presque impossible de prendre une décision dans ce jeu-là s'il n'y a pas au moins 2 joueurs sur 3 qui sont d'accord. Donc, ça devient assez chaotique rapidement. J'ai des souvenirs de ma partie, là, j'étais debout et je criais après Staline. Là, il faut dire une chose qu'on n'a pas parlé encore, parce que souvent, les gens, ce qui les rebute avec les jeux de société, c'est combien ça prend de temps à apprendre à jouer et combien ça prend de temps jouer. On a parlé de Twilight Struggle, où les parties, tout dépendant de la force des joueurs et de l'attention des joueurs. Moi, j'ai déjà perdu très rapidement contre mon garçon qui a contrôlé l'Europe. Il était tard. Et c'est une erreur de Pee-wee de ma part. Il était bien content de ça. Puis j'ai dit que j'avais une grande charge mentale et pas lui. Puis je l'ai envoyé se coucher. Mais bon, c'est des parties quand même qui sont... On est toujours pas bien en bas d'1h30. Puis ça peut aller jusqu'à 2h30, 3h. Ouais. Est-ce que c'est le cas de Churchill? Churchill, ça reste que c'est quand même un jeu assez long, mais on parle peut-être un 3 heures, sauf que ça passe en claquant des doigts. Sérieusement, là, c'est peut-être pas le premier jeu à essayer si vous êtes un fan de géopolitique. Il y a d'autres jeux beaucoup plus accessibles, mais celui-là, je trouve qu'il montre vraiment bien la profondeur à laquelle ça peut aller. D'ailleurs, un des bons exemples, c'est que chaque dirigeant a un peu son lot de problèmes. Tu sais, Churchill, il était peut-être un peu alcoolique, là, mais il y a des chances, pendant une conférence... c'est ça, il était pas en top shape. Là, et il y a des chances de se claquer une cirrhose du foie pendant le jeu, puis là, il est pas là aux prochaines conférences. Il fumait des gros cigares.
ça l'aidait pas. Et Staline, il y a des chances de devenir complètement paranoïaque. Puis là, ça vient comme entacher toutes les actions. Bon, c'est quand même... Est-ce que, Julie Pierre, est-ce que vous connaissez Churchill? Je savais pas que vous étiez une gameuse comme ça. Mais peut-être un peu moins que vous, là. Mais non, j'ai jamais essayé le jeu de Churchill, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on a mis aussi la maladie de Roosevelt dans les facteurs? Oui, c'est vrai. Absolument. À un certain point dans le jeu, et c'est pas déterminé quand, mais il meurt. Et il est remplacé, en fait, par un autre président. En fait, la bombe peut pas être lancée avant qu'il y ait ce changement-là. Donc, il y a certaines choses qui sont quand même basées sur la réalité. Simon, on parle de jeux qui se déroulent énormément 20e siècle, entre autres. Mais j'imagine que dans l'univers du géopolitique, on peut reculer à des époques... en fait, moi, je trouve que probablement, ces jeux-là, c'est tellement important pour comprendre en fait tous les enjeux géopolitiques, ça nous aide à nous glisser là-dedans. Et je vais terminer peut-être en vous laissant sur un des jeux là, qui m'a bien marqué dans ma vie parce que c'est des parties d'à peu près 6 heures et il s'agit du jeu Virgin Queen. Virgin Queen, en fait, jeu parfait pour en apprendre sur les conflits religieux et politiques là, durant l'ère d'Élisabeth I et de Philippe II. Ah ouais? Donc tu vas essayer d'amener ton héritier sur le trône, mais ça peut être assez compliqué. Wow! Mon Dieu, je connaissais pas ce jeu-là. Ça, j'ai déjà envie de jouer. Mais là, il y a tellement, comme je vous disais encore, on a juste gratté un tout petit peu la surface. Là, ça a l'air d'être une affaire de geek intense puis tout, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont très accessibles. D'ailleurs, mini parenthèse pour terminer, on parlait des jeux propulsés par les cartes. Il y en a qui vient de sortir cette année, un jeu de 30 minutes. Ça fait le gros buzz en ce moment. Puis c'est le jeu Watergate. Je connais Donc, pas. encore une fois, le même système, deux entités qui vont combattre. On a Nixon d'un côté et on a les journalistes de l'autre. Donc, on va essayer d'aller contacter les gens qui sont connectés. Donc, c'est encore quelque chose qui continue d'évoluer puis qui se raffine là, et qui devient de plus en plus accessible. Simon, je te remercie. On a brisé la glace. Je voulais qu'on parle de jeux de société. On va mettre évidemment toutes les références, les jeux qu'on vient de parler. On va les mettre sur la page Facebook cette semaine. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'essayer ces jeux-là. Et vous reviendrez pour peut-être, parce qu'évidemment, l'univers des jeux est beaucoup plus large que le géopolitique. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, merci, Simon. Je te remercie beaucoup. Merci. Et on termine encore avec Godefroy Lorando. Malheureusement, j'ai pas pu vous parler de mes jeux favoris. Allez-y. Mais non, j'ai une théorie, moi, sur mais j'essaie de vous amener... Mais on a eu un peu de plaisir quand même avec certains jeux, mais j'ai personnellement trop de difficultés avec la période où on se sent stupide. Ça s'appelle de l'anxiété de performance. Oui, c'est ça. Ou une estime de soi fragile, des choses comme ça. Oui. Mais moi, j'ai accroché sur un jeu tout simple. C'est Fred qui m'en a parlé, mais c'est Star Realms. Et toute ma famille joue. Et alors qu'on peut se ramasser à être chez des gens et à jouer à des jeux vidéo pendant une soirée de temps, avec Star Realms, on a joué à des cartes pendant des heures, pas capable d'arrêter. Moi, c'est pour ça que j'ai embarqué. Il y a d'autres raisons, mais il y a le fait aussi qu'à la maison avec mon garçon, c'est une façon aussi de s'éloigner des écrans. Puis c'est la même source. Si t'aimes les jeux les vidéos, tu vas aimer, je t'aime jouer. C'est des jeux, exactement. Mais je pense que la base, d'être loin des écrans, ça favorise vraiment l'essor des jeux de société dans nos vies. Tout à fait. Et ce qui peut être un jeu intéressant aussi, Godefroy Lorando, c'est de faire de l'évitement fiscal. Tout en exploitant des gaz. On va parler un peu d'évitement fiscal. C'est parce qu'on s'était dit qu'on ferait un épisode un peu de suivi de nos dossiers. Oui. Parce qu'il y a effectivement des dossiers dont on a déjà parlé souvent. Entre autres, là, vous parlez de GNL Québec qui est revenu à cause d'une fiche produite par l'IRIS qui est sortie hier et dont je vais vous parler tantôt. Mais aussi de notre bonne vieille fonderie Horn. Rappelez-vous, on est allé à Rouyn-Noranda ensemble pour le FME. Et on a vu plusieurs pancartes de maisons à vendre parce qu'il y a trop d'arsenic. Les gens sont tannés de mourir empoisonnés. Et il faut comprendre, là, juste pour se remettre dedans, c'est un monstre, la fonderie Horn. Quand on est à Rouyn, c'est impressionnant à voir. Puis on est toujours un peu loin de la fonderie et elle nous semble malgré tout immense. C'est comme le Mont-Saint-Michel. C'est une espèce de CUSUM attaché à une aréna attachée aux raffineries de Montréal. C'est à peu près ça. Avec une ambiance de fin du monde. Oui, mais en même temps, ça ronronne. Puis ça a l'air ça crée 600 emplois. Des gens qui achètent des choses et qui... Et donc, au mois de mai-juin l'année passée, il y avait eu des résultats préliminaires d'une recherche de biosurveillance qui faisait état de présence 3 à 4 fois plus élevée d'arsenic dans les ongles des enfants du quartier situé directement à côté de la fonderie. Mais il faut bien s'entendre, c'est vraiment à côté. Le quartier Notre-Dame, là, c'est... Tu tends la main de ta cuisine et tu peux toucher les émanations. On fait des blagues, mais quand même, pour que l'arsenic soit rendu dans les ongles, c'est parce que ça a pris un certain temps à s'installer et donc c'est vraiment rentré
dans le corps humain et c'est pas bon signe, c'est un cancérigène. Et ce qui est sorti cet été et rapport final cet automne, la recommandation générale de la Direction de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'il faut absolument d'une façon ou d'une autre, contraindre la compagnie Glencore, qui est propriétaire de l'usine maintenant, à rejoindre des normes qui sont moins mauvaises pour la santé. Pendant ce temps-là, le plus gros des émanations date de 2000. En 2000, on a détecté autour de l'usine des concentration de 1000 nanogrammes par mètre cube d'arsenic, et ça dépasse les normes. Alors que la norme Le Fun, là, c'est combien? Là? La norme Le Fun est apparue en 2011 et elle est établie à 3 nanomètres. Okay. Donc, c'est un petit peu moins. Oui. Et quelque part dans le processus, on a dit aux propriétaires, là, vous allez devoir atteindre la norme de 200 nanogrammes, donc pas 3, 200, mais en 2021. Et ça a été dit quelque part dans les années 2015, et la balle est tombée. Personne, finalement, a fait de suivi parce que, les propriétaires d'usines ont changé. Et là, l'ADSP remet de la pression en disant, là, il va falloir faire quelque chose. Ouais. Et là, cette semaine, vraiment, on voit la suite. En octobre, il y a un des ministres, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, on va en reparler tantôt, demande à la fonderie Horn, le 15 octobre, de proposer un plan d'action d'ici le 15 décembre 2019. Donc, arrivez-nous avec quelque chose, montrez-nous qu'on s'en va quelque part. Ouais. Et là, on reconnaît l'aspect en action de la CAQ. Donc, quelque chose qui traîne depuis des années. Là, on vous demande un plan d'action. Ils n'exigent rien pour l'instant, sinon un plan d'action. Cette semaine, là, c'est là que ça devient excitant, c'est que le ministre Lionel Carman, délégué à la santé et aux services sociaux, qui ressemble étrangement au super parfum dans Breaking Bad. Ah? Il y a le même stoïcisme que Gus Fring. Si ça vous dit quelque chose, vous irez, vous googlerez. Sauf que dans Breaking Bad, je pense qu'on pouvait consommer de la drogue en bas de 21 ans. Effectivement. Parce que Lionel ne veut pas. On pouvait même en faire pas mal intense et faire des milliards avec. Est-ce qu'il va interdire aux moins de 21 ans d'aspirer de l'arsenic? Il va s'arranger pour qu'il y en ait de moins en moins qui en respirent. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que, puis il a passé à Radio-Canada cette semaine et ça a fait réagir beaucoup. Il a dit que, parce que Patrice Roy a essayé de le faire parler, de le faire s'engager, et tout ce qu'il a dit, c'est la santé d'abord. Donc, l'économie ensuite. Et le ministre Fitzgibbon a dit la même chose, la santé d'abord. Bon. Et là, on l'a fait parler un peu plus. On a dit, puis l'échéance de 2020, oui, vous allez vous demander un dépôt d'un plan d'action pour le 15 décembre. On l'attend toujours, mais on ne vous donne pas de limite à rejoindre. On ne parle pas de la norme de 3. Ça peut être un plan d'action qui va proposer des améliorations dans 35 ans. Il y en a qui disent que c'est ce qu'on achète du temps, finalement, mais en disant que là, les recherches sont là. La biosurveillance est lancée. Il y aura d'autres recherches qui vont être faites. Et là, alors qu'en ce moment, on a un portrait très, très précis de la population chez les jeunes enfants de ce quartier-là à côté. Il faut comparer avec la population d'adultes, avec aussi ceux qui habitent plus loin, pour être capable de légiférer de façon utile et efficace, donc à la CAQ. Il faut que ça fonctionne. On ne légifère pas pour rien. Non. Il a dit que l'échéance de 2021, qui était celle qui devait être la bonne pour atteindre 100 nanogrammes, a été jugée comme insuffisante. Donc, ce sera mieux que ça. Donc, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Et on a l'impression que quelqu'un suit le dossier. Et là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que la ville de Rouen et même les comités qui sont contre la fonderie reculent un peu et disent attendez, on ne veut pas que ça ferme, c'est pas ça qu'on demande. Et donc, même la population, est-ce que c'est le syndrome de Stockholm en action? Mais personne ne parle de fermer la mine. Pas la mine, parce que les mines de cuivre sont fermées depuis un bout de temps, mais la fonderie elle-même pourrait continuer à faire partie du futur de Rouen. Et donc, la grande question, c'est quelle pression on va être capable de mettre à un employeur si important dans un milieu. Mais bref, il est quand même sur le radar de belle façon. Et personnellement, ça me fait plaisir. Et tout ça grâce à des recherches de biosurveillance. Et grâce à vos chroniques. Je pense que oui. Oui. Est-ce qu'on parlait de la Abitibi avant qu'on y aille? Je pense pas. Pas tellement. Personne n'en parlait. Sinon, Fred, il y a autre chose. Et ça commence à devenir intéressant. GNL Québec, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est? Je pense que non. Hein? C'est ce gros projet c'est un des plus gros projets industriels de l'histoire du Québec moderne. C'est un projet de 14... C'est plus gros que le plan Nord. 14 milliards de dollars, Fred. C'est de l'argent en tagourette. On parle d'une usine de liquéfaction de gaz naturel, donc pour compacter le gaz et l'envoyer par bateau outre-mer pour le vendre en Europe, en Chine. Le gaz d'Alberta. C'est du gaz de l'Alberta, mais comment nous viendra-t-il, nous arrivera-t-il? Dans un gros tuyau. Pas par troc,
choc certain, ils vont arriver par le fameux gazoduc, la deuxième partie du projet, parce qu'on a eu l'habilité de diviser ce projet-là en deux parties. Et là, ce qui arrive, c'est que l'IRIS... C'est que c'est pas un projet seulement québécois, Godefroy, je pense. Ben, c'est pas un projet tellement québécois, non, mais ils sont installés ici. Mais ce que l'IRIS fait, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qu'on pourrait qualifier de think tank légèrement penchant à gauche un tout petit peu, se demande d'où viennent les fonds derrière le projet, parce que tu fais pas un fonds, quand on dit qu'on a de la misère à construire un stade avec des fonds privés, comment ça se fait qu'on est capable de trouver 14 milliards de dollars? C'est parce que les fonds, ils ont été ramassés, ça a été un long travail de ramasser tout ça. Et on veut aussi répondre à l'argument de GNL qui dit que ça va être profitable. Ça va être profitable et ça aura des retombées fiscales majeures. Oui, c'est ça. Et là, voici ce que notre think tank de gauche avance. Là, il faut s'imaginer un étage par-dessus un autre étage de financement. Alors, donc, on a un montage financier. Un montage financier, c'est vraiment ça. Donc, premier étage, on a GNL Québec et Gazoduc Inc., tous les deux, qui sont, d'un côté, le gazoduc et de l'autre côté, l'usine de liquéfaction. L'étage du dessus. Donc, si on monte juste un étage, on trouve les société en commandite. Donc, la grande société en commandite s'appelle GNL Québec et elle chapeaute les deux autres. En haut des commandites, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des commanditaires. C'est-à-dire les pipelines d'argent. Les gros pipelines d'argent, et ils sont très, très, très gros. Et si on veut remonter jusqu'au financement, finalement, ben là, on tombe avec des groupes obscurs que personne ne connaît, mais qui ont la particularité d'être basés aux Bermudes, dans les îles Vierges britanniques. Au Delaware. Au Delaware, qui est considéré par quelques-uns, pas par mon comptable, j'ai vérifié, mais comme un endroit où, disons, les politiques fiscales sont progressistes. Québec, si je me rappelle bien, Québécois a une filiale au Delaware. Je pourrais pas parler de ça. Mais c'est légal, c'est légal. On parle pas d'évasion fiscale. Et tout ce que l'IRIS fait, en fait, c'est de nous dire que, attention, quand on parle de retombées fiscales extraordinaires, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que d'avoir des... c'est un peu obscur, mais essayez de me comprendre. Mais pas tant quand on lit la patente. Ce que la patente dit, c'est que quand on va être rendu aux dividendes, donc on ne parle pas des impôts payés sur les revenus des compagnies, on parle des dividendes. C'est-à-dire qu'une fois que tout va être payé, les dépenses vont être payées, quand il y aura des dividendes, s'il y en a, ils pourront être réinvestis dans la compagnie, mais ils pourront aussi être directement donnés aux commanditaires, et c'est ça qui va se passer dans un autre pays. Et ça va être la législation où est inscrit les commanditaires qui va... Mais après ça, moi, j'ai fait une petite recherche de mon côté. J'ai jasé avec des comptables un peu pour savoir ça représente quoi le dividende. Et ce qu'ils disaient, en fait, c'est... Mais premièrement, c'est légal, de un. De deux, les dividendes, ça vient à la toute fin quand tout ça est rentable depuis des années. Et après ça, à quoi tu veux... Je prends le ton de mon comptable. À quoi tu veux t'attendre? Il n'y a personne au Québec qui a des fonds comme ça. Il faut aller à l'extérieur du Québec. Et là, on tombe forcément dans les ligues extrêmement majeures. Et dans ces ligues-là, il y a du monde, on en parlait un peu tantôt, qui sont pas mal fut-fut et qui trouvent les meilleurs moyens de faire plus d'argent. Et donc, quand on arrivera aux dividendes, effectivement, si ces compagnies-là, si ces commanditaires étaient au Québec, les règles seraient différentes sur les dividendes. Par contre, tout ce qui est impôts, taxes, c'est ce que GNL dit, tout va être payé au Québec pour ce qui est de ça. Sauf que ce que j'ai compris aussi, c'est que dans le fond, on pourrait décider de changer les règles pour que les sociétés en commandite payent plus d'impôts. Là, c'est que finalement, parce qu'il y a des ententes, hein, c'est ce qu'on lisait, c'est parce qu'il y a une société qui est installée à Hong Kong, je crois, et l'autre au Delaware, et il y a des ententes bilatérales qui permettent aux entreprises qui investissent ici d'avoir les régimes fiscaux de Hong Kong ou des îles Vierges et du Delaware. Fait ça a beau être légal, mais si la peine de mort redevient légale, ça ne sera pas nécessairement moralement bon parce que c'est légal. Et ce que GNL Québec dit, c'est que dans le fond, ils ont l'impression, ils disent qu'ils font les frais d'une guerre finalement de certains organismes à des principes économiques qui sont internationaux. Et donc, ce n'est pas juste de taper sur eux autres. Mais rappelons, et c'est Alexandre Shield du Devoir qui avait fait le recensement, que le plan Nord nous a coûté, et là on parle avec retombées, taxes, impôts, nous a coûté 1,2 milliard collectivement. Fait que ça se pourrait qu'encore une fois, le Québec demeure une république de bananes sur le plan de l'extraction minière et des ressources. Ce qui est inquiétant, Fred, c'est que GNL Québec, là, on ne parle pas du côté environnemental. On parle même pas de ça. Non, mais ça, c'est une catastrophe. Ça dépend du point de vue, mais plus on en parle, plus on apprend, plus on dirait que sur le plan des gaz à effet de serre au niveau de la planète, effectivement, c'est pas une bonne affaire. Sauf qu'il y a pire que ça, Fred. C'est qu'en même temps, je suis supposé faire seulement du suivi, mais pouf, il y a du nouveau. Ben voyons! Oui, vous avez parlé tantôt rapidement du projet de loi 34 qui visait
à simplifier l'élaboration des tarifs, donc d'enlever un peu de dents à la Régie de l'énergie, donc pour permettre à Hydro-Québec d'être un peu plus agile. Oui. Et là, on se rend compte que le mot agilité là, commence à arriver dans le discours politique au Québec. C'est un discours de gestionnaire, vous l'avez dit. Et l'agilité, là, ça veut pas dire seulement d'être plus souple, ça veut dire d'aller pas mal plus vite. Et je peux vous dire une chose, si mon épouse me dit « Chérie, j'aimerais qu'on insère un peu plus d'agilité dans notre couple. » C'est pas forcément un bon signe. Ça peut vouloir dire qu'on a le droit de prendre des décisions un peu plus rapides. Ou que ça va trop vite. Ou que ça va trop vite. Des fois, c'est pas souhaitable. Et là, il y a un autre projet de loi, Fred. Donc, je vais encore passer du temps à écouter la télévision beaucoup, je pense. C'est le projet de loi 44. Et j'aime déjà son titre, « Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et favoriser l'électrification. » C'est la loi qui va abolir le fonds vert. En avez-vous entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Le fonds vert reconnu pour son inefficacité. Oui. Ça a coûté des millions. Un peu comme la Régie de l'énergie. Hein. Ça coûte cher, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais bref, le fonds vert est plus impopulaire que la Régie de l'énergie. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que ça allait à des projets qui n'étaient pas du tout des projets verts. C'est des projets bruns. Donc, on les talonnait pas beaucoup. Ouais. Et donc, ils ont ce projet de loi-là veut rapatrier tout le pouvoir décisionnel dans les mains du ministre Charette. Et donc, pas très 2019. Il va avoir beaucoup d'agilité, en tout cas. Oui. Et c'est ce qui va arriver. Et ce qu'on veut dire, c'est que ça va leur donner, en fait, annuellement, accès à 800 millions de dollars pour financer différents projets sous le chapeau de la lutte au gaz à effet de serre. Ouais. Et l'exemple donné par le ministre Charette dans un point de presse, c'est, là je le cite, on réitère les principes. L'important, c'est la diminution des gaz à effet de serre. À partir du moment où un projet est alimenté par un fort émetteur de gaz à effet de serre et qu'on permet d'utiliser une source d'énergie moins polluante, c'est de la transition. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute cette agilité-là pourrait justement servir à financer un projet comme celui de GNL Québec, si on est capable de convaincre les gens que c'est effectivement un projet de transition parce qu'on remplace quelque part dans le monde une usine au charbon par du gaz naturel plus gentil. Comme le troisième lien. Le troisième lien qui favorise les voitures électriques. Hein, on sait, c'est son but premier. Ou qui pourrait favoriser à l'intérieur de 8 cylindres des gens qui sont des environnementalistes. Un peu comme couper des arbres, Fred, ce sera une bonne chose pour les gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on nous dit ici, là, c'est que, je vous cite Normand Mousseau, qui nous dit, effectivement, ça va créer beaucoup d'agilité, sauf que c'est un projet de loi qui facilite la fragmentation des actions. On se retrouve donc avec plusieurs pôles de décision dont tous sont politisés et qui n'ont pas besoin de travailler dans la même direction. Donc, on peut faire de plus en plus de choses. Si on a super confiance en nos politiciens, ça va bien. Hein? Est-ce que c'est le cas, Godefroy? On arrive proche du despote éclairé, là, on y arrive. Là. On est en train de ramener... Je me dissocie de vos propos. On ramène... Le mot-clé, c'est politisé. Et c'est exactement ce qu'on a... La régie de l'énergie était là pour dépolitiser les processus de tarification d'Hydro-Québec. On essaie de tirer la plug là-dessus. On fait la même chose avec le fonds vert, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de discussion. Là, c'est terminé le fonds vert. Et donc, notre gouvernement, de plus en plus agile, prendrait une partie des 800 millions de la bourse du carbone. Donc, c'est de là que l'argent vient pour financer le projet GNL Québec, pour lesquels on vient discuter du fait que peut-être que les fonds qui sont derrière seront obscurs. Je pensais à un beau moment avec cette balado, mais là, vous me déconcrissez le moral. Mais Fred, est-ce que je peux juste vous dire qu'on a intérêt à les surveiller? Oui. Hein? Faudrait les inviter. Moi, je suis ouvert à discuter. J'ai pas le goût de ramasser personne. Il y a des invitations de lancer. Mais j'avoue que quand je vois la CAQ prôner l'agilité et enlever des garde-fous, oui, je m'inquiète, Fred. Oui. Faites bien, Godefroy Lorando. Merci. Vous êtes le chien de garde de la démocratie, un peu comme Félix Séguin qui nous a quittés tantôt pour poursuivre ses enquêtes. Merci, Godefroy Lorando. Et c'est sur cette note pessimiste, merci encore, Godefroy, que ça termine. Oui, que ça termine. Si on n'était pas là, ça serait inquiétant, mais on est là. Oui, mais si vous voulez qu'on soit là, d'ailleurs, on rappelle que la campagne de financement se termine le 24 novembre. On a dépassé 70% aujourd'hui, jeudi, donc ça va bien. Il reste 18 jours à peu près. Il y a une vidéo qui s'en vient qui risque de plaire aux gens. Une vidéo qui va inciter les gens. Est-ce que c'est avec le ministre Fitzgibbon? Non, c'est une autre. Ça va sortir bientôt. Mais oui, la campagne rentre dans son dernier droit. Vous n'avez pas assez d'agilité, Fred. Non, j'en ai quand même. Donc, on entre dans le dernier droit. On va vous talonner. On veut que ce projet-là fonctionne. Il fonctionne de toute façon, mais on veut se donner les moyens. On veut être agile. Dans le fond, cette campagne-là nous permet l'agilité de se déplacer partout au Québec. Ça aussi, on va annoncer éventuellement. Il y a des sorties un peu partout, dans plusieurs régions du Québec qui sont en train de se concrétiser. C'est une balado qui est déjà plus agile qu'elle était. Tout à fait.
On a réduit la structure. Voilà. Donc, on rappelle, tantôt, on parlait avec Simon des jeux de société. Il y a une belle contrepartie, en fait, si vous donnez 1 000 $. Si vous mettez en gang, ça a l'air beaucoup pour donner 1 000 $. Je passe la journée avec vous. Et peut-être que Simon, vous pourriez venir. Jouer à des jeux. On joue à des jeux. Et après ça, le soir, je cuisine un délicieux repas. Bon, ça s'appelle VG Ludique. Des fois, c'est avec du tofu, mais je pourrais faire une exception pour un poulet. Peut-être un poulet barbecue, un poulet rôti qui... Donc, vous êtes vraiment agile, Frédéric. Extrêmement agile. Sur un taux... Mais ça, là... Vous revirez sur un 10. Mais à 5 personnes, c'est pas si cher. Et on passe vraiment une journée extraordinaire. Je l'ai fait l'an dernier et je me suis fait un ami avec ça. Je dois le dire. Là, je dis pas que mon amitié est achetable, mais c'est tombé que ça a cliqué. Et c'est quelqu'un que je revois, qu'on joue encore à des jeux, qui m'a fait découvrir des jeux extraordinaires. Donc, c'est une des contreparties. Il y en a d'autres. Il y en a qui vont vous permettre de venir, pas seulement assister, vous allez être autour de la table. Pas de micro, mais vous allez être autour de la table avec des écouteurs et vous allez pouvoir assister à un enregistrement de la balado. Après ça, on va parler. Ça va être extraordinaire. Donc, allez voir sur le site de La Ruche. Tout est là. Il reste à peu près 18 jours de campagne. Moi, je suis extrêmement confiant qu'on va atteindre le 50 000 $, le 100%, pour que ce projet-là continue de fleurir. Et partagez-le aussi, parce que je me rends compte qu'il y a encore des gens qui ne connaissaient pas la balado, qui pensaient que c'était une joke, qui pensaient que c'était un coup. Mais non, elle existe pour vrai. Et elle fait son chemin dans ce merveilleux monde de médiatique québécois. Alors voilà, merci à tous ceux qui étaient autour de la table. Bon, Félix Séguin est parti tantôt. Bertrand Iracek qui nous a parlé du Chili. On va lui reparler. C'était fou quand même le témoignage. Simon Jutra, merci. L'année passée, je voulais qu'on parle de jeux de société. Je vous avais contacté. Là, on a trouvé la façon d'en parler. J'espère que ça va donner au goût aux gens de jouer à des jeux. Julie-Pierre Nadeau, merci. À chaque fois, c'est toujours... Moi, j'ai de la difficulté, je l'avoue, à suivre de près la campagne américaine, et c'est grâce à vos chroniques que j'ai toujours l'impression d'être au fait des derniers événements. Alors, on va se retrouver à peu près dans 3 semaines, 1 mois, avec ce qui se passera. Godfrey Lorando, toujours un plaisir. On vous retrouve, vous, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a Marc Fortier, cet éditeur qui a décidé pendant 1 an de tout lire ce qu'a publié Mathieu Bock-Côté, de tout regarder et d'en faire un essai littéraire. C'est présenté comme ça. C'est forcément un gars étrange. J'ai lu le livre et il va être avec nous pour discuter de tout ça. C'est vraiment une expérience littéraire particulière. Évidemment, on remercie je l'ai oublié, on remercie les gens de ce concept qui nous fournissent en fait l'équipement qui nous permet de faire cette balado. Merci à Larry Dufresne derrière la console, magicien des ondes, qui permet la réalisation et l'agilité. Très, très agile. De cette balado. Merci vraiment. Communauto également, qui pour l'instant, on n'a pas beaucoup voyagé, mais on va le faire. C'est avec Communauto qu'on va le faire. Et là, le temps des fêtes arrive. Moi, je vous invite à utiliser, entre autres, le service Flex, qui est extraordinaire parce que vous partez de chez vous, vous prenez une voiture, vous l'amenez à votre souper, vous vous torchez la face et vous revenez en taxi. Et la voiture, vous la laissez là. Alors ça, c'est ce que Communauto... Et quelqu'un est très content de la trouver là. Et quelqu'un à jeun, le chauffeur désigné, lui, est très content de la retrouver là à 1h du matin. Alors voilà. Moi, Fred, Communauto Flex, c'est ma deuxième auto, pour vrai. Là, on s'en sert vraiment tout le temps. Moi, c'est mon auto principale. C'est vrai? Ben oui, je n'ai c'est vrai, vous êtes vraiment agile. Je n'ai qu'une Vespa et Communauto. N'hésitez pas à animer la page Facebook. Il y a des gens qui commencent à le faire. C'est vraiment intéressant parce qu'on discute. C'est un autre espace de discussion. La page Facebook de la balado. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne semaine.